Salut à tous, c'est Sparkdas, bienvenue dans Too Fab for You, l'histoire de la fabuleuse. Dans un instant, nous levons le rideau sur un spectacle raffiné, l'histoire iconique de la fabuleuse, présentée par MTV. MTV, icône culturelle mondiale, amplifie cette symphonie de talents. Depuis plus de 40 ans, il continue de façonner l'industrie du divertissement en propulsant les talents émergents et en redéfinissant les tendances de la musique et de la jeunesse depuis sa création. Nous vous présentons un récit inédit, une fusion du chic parisien et de l'insouciance audacieuse de notre époque. Découvrez le parcours de ces étoiles, de leur début espiègle sur les réseaux à leur ascension sociale éblouissante. Salut tout le monde, je m'appelle Sullivan et je suis petit. Alors j'ai commencé à faire des vidéos dans ma chambre parce que j'étais fan de youtubeurs français dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils m'aiment pas. Mais en fait j'étais fan d'eux et je cherchais un petit peu à avoir des amis. Et en fait là où j'habitais, les gens n'étaient pas forcément dans ma vibe. Et du coup j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube parce que je me suis dit peut-être que je vais trouver des jeunes de mon âge qui ont un peu la même vibe que moi. Et aussi je voulais faire de l'œil à ces youtubeurs célèbres dont j'étais fan. Et du coup j'ai posté ma toute première vidéo sans vraiment me poser de questions, mais en prenant énormément de codes YouTube qu'il y avait à ce moment-là, donc très podcast, très scénarisé, très blague nulle. Et la vidéo a pété le jour même. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Tu peux aussi appuyer sur le petit pouce, un peu comme moi en fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux où je raconte un petit peu mes lives, tels que Facebook et Twitter. Tu auras les liens dans la description, blablabla. Donc en fait, je me suis fait emporter dans une sorte de comme dans une boule de neige comme ça. Je suis partie avec la boule. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai rencontré Jules. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que vous m'aviez trop demandé, que ça soit sur mon Twitter, Instagram, Snap et sous mes vidéos. Alors j'ai commencé les vidéos YouTube parce que ma mère voulait pas m'emmener à mes castings à Paris. Du coup je voulais m'exprimer au monde et du coup j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Genre j'ai découvert YouTube, ma vie elle a pris tout de suite un sens, j'étais en mode ça y est, je sais que c'est ça que je veux faire. Genre je voyais les grands youtubeurs, j'ai dit mais je veux être à leur place. Et du coup genre j'ai dit je vais m'en donner les moyens de le faire. Et du coup j'ai bossé et puis j'en suis là aujourd'hui quoi. Alors Sully, je m'en souviens, je l'ai découvert sur YouTube, j'ai dit mais c'est qui ce mec, il est trop stylé. Je rêvais d'être pote avec lui comme tout le monde en fait qui le regardait. Et la vie elle m'a souri 2 jours plus tard, je me retrouve en Skype avec lui, il m'ajoute sur le côté, il me dit viens on s'appelle. Skype c'était vachement un melting pot de jeunes youtubeurs à l'époque. Pendant le Skype j'ai grave vibe avec Jules. J'ai senti son énergie qui était très comme moi, un peu enfant terrible. On a fait une nuit blanche toute la nuit, genre parce que moi à la base je dormais à 22h. Il est resté en Skype avec moi jusqu'à 4h du matin. Et depuis en fait on s'est jamais lâché, genre on faisait des FaceTime tous les jours de l'année, on se lâchait pas, on s'appelait genre 4 fois en FaceTime dans la même soirée et on se racontait rien. Et voilà, depuis ce jour-là, on s'est jamais lâché. Et puis voilà quoi, c'est devenu mon meilleur ami. Vas-y, non, t'inquiète, je me démerde. Attends, mettez-vous là, tu fais à ta fleur, laisse. Parce que Là, on va dans le miroir. j'aime pas trop le cadrage en fait. Décale-toi un peu. Comment on fait pour... Décale-toi. Faut Comment on fait pour desserrer? Décale-toi un peu. Faut qu'il soit là. Hey! Salut tout le monde. Hello! Coucou tout le monde! Hey, En fait ça me fait rire parce que juste ma tête, pendant cette collab, pendant cette vidéo, Jules avait dit que j'avais une tête de gland parce que j'étais rasé hyper bizarrement. Du coup ouais, c'était la première fois que je montais à Paris grâce à YouTube. Parce que c'était mon agence à l'époque, mon network on appelait ça, qui m'a fait monter sur Paris pour faire une sorte de... juste un resto avec d'autres youtubeurs, copains à moi, enfin c'était trop bizarre. Mais yes, on savait que Dana et Clara c'était des petites chippies et qu'on allait pouvoir être chippies à 4 ensemble. Du coup on avait préparé une sorte de stratagème pour après ce restaurant-là qui était avec plein d'autres youtubeurs, on puisse tous les 4 s'évincer et aller chez Danae et filmer 4 vidéos en collab qu'on allait poster tous les 4 ensemble et le même jour, même heure et on savait que ça allait fonctionner, que ça allait être genre un moment et ça l'a été. Et ça a été genre la collab à 4. Genre je pense que beaucoup de gens connaissent ces vidéos de nous 4 ensemble. On était ridicules, j'étais vraiment immonde, mais c'était un moment. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mes amis youtubeurs. Donc oui, je suis à Paris, c'est la première fois que je viens vous voir. Et il est chez moi. Oui, chez Danae. Chez Dana et m'équipe. Je suis avec Jules de la chaîne Sandy Jules. Moi je m'attendais pas personnellement à que ça marche autant. Je savais qu'ils étaient plus connus que moi, etc. On a fait un truc trop cool à 4, on était des jeunes, mais je comprenais pas pourquoi ça prenait autant d'ampleur. J'avais 50 000 abonnés à l'époque et je suis passé d'un coup à 300 000 et ça a décollé et puis c'était parti quoi. De nouvelles images de Kim Kardashian sont sorties. Non, je vous rassure, vous ne verrez pas d'images vulgaires d'elle aujourd'hui.
Salut, avant de commencer cette vidéo, du coup j'avais envie de dire que j'ai changé de chaîne, je suis tout seul, je suis sur ma chaîne indépendante. Donc tout commence quand j'ai 14 ans, à ce moment-là, moi je suis dans ma chambre d'ado, je rêve d'Hollywood, j'ai le rêve américain dans la tête, j'ai des idoles que je suis depuis tout petit, je rêve d'être comme elles, mais à ce moment-là je suis juste un simple collégien dans ma chambre qui n'a pas trop confiance en lui. Je tombe sur les vidéos de Sullivan et je deviens très fan de Un Panda Moqueur, forcément la Un Panda Moqueur Fever, j'ai été touché direct. Et instantanément, je me suis dit, en fait, ok, genre je suis pas si différent que ça et il y a vraiment quelqu'un qui me ressemble. Je comprends que je suis pas du tout seul dans mon délire et que ça en vaut trop la peine que moi aussi je me lance sur les réseaux sociaux et que je tente ma chance. Salut à tous, c'est SparkDice. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la cérémonie la plus déjantée de l'année, les MTV Video Music Awards. Alors perso, c'est ma cérémonie préférée, c'est celle que j'attends genre chaque année depuis maintenant 3-4 ans. Je commence à suivre bien cette cérémonie et faut dire que cette année ça a envoyé encore et encore du lourd. Et très vite je rencontre Wesley. Wesley qui a été un de mes premiers amis sur YouTube. Je sais pas, il y a eu cette connexion où on savait qu'il y a une alchimie et genre on a été à l'aise tous les deux très rapidement et on a tout de suite eu des délires ensemble. Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Enfin c'est même pas un nouveau vlog mais genre c'est une nouvelle chaîne YouTube. Alors j'ai décidé d'ouvrir une chaîne de vlog, pourquoi? Tout simplement parce que en fait genre sur Snapchat je voulais pas faire des stories de 300 secondes. Et tout ça. Bah en vrai quand j'ai commencé sur Snapchat, les gens ils étaient en mode mais en fait c'est trop bien mais une story c'est genre 24 heures Wesley. Donc ça serait trop cool qu'on puisse la regarder un peu plus longtemps. J'étais en mode là il y a YouTube donc pourquoi pas. Et du coup j'étais en mode je poste ça sur YouTube genre. En vrai je pense que quand j'étais sur Snapchat j'étais le vrai Wesley du coup. Tout cet engouement qu'il y avait autour de moi ou même au lycée et tout parce que c'était tout nouveau. Je pense que j'ai plus mal vécu que je l'ai bien vécu. Enfin c'est là où j'ai découvert mes vrais amis qui étaient vraiment là pour moi dans ma famille et tout. Mais c'est vrai que l'autre partie des 50% c'était vraiment que du harcèlement. Et même côté famille, amis, du coup, il y avait des gens qui n'étaient pas très ok avec ce que je faisais, quoi. Hey tout le monde, c'est Samir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais chez Alix, mais je sais plus par où on entre. Quoi? Mais non mais dis, secret pour Beyoncé. Moi je le suivais, en fait Wesley il faisait des stories sur Snap en même temps d'être Facebooker. Et ce qui m'a marqué direct, Wesley, j'étais hyper intrigué par lui parce que je sais pas, je le trouvais hyper à l'aise, il me faisait tellement rire et il était hyper créatif, genre tout le temps, toute la journée, il se réveillait, il faisait des stories sur Snap, mais ça me faisait mourir de rire et j'étais pas le seul, on était vraiment genre des milliers de personnes à le suivre. On a commencé à développer une amitié, mais du coup virtuelle, genre on s'était jamais vu en vrai. Et il faisait que de me dire viens à Paris, sauf que moi j'étais à la campagne. J'ai forcé Alix à venir vivre à Paris. Lui qui voulait être acteur, qui adorait tout ce qui est caméra, les paillettes et tout, je lui ai dit mais c'est pas là-bas que tu vas pouvoir faire une carrière quoi. Donc du coup j'ai motivé à venir sur Paris et aujourd'hui il est à Paris genre. Merci maman, mais ma mère s'est fait muter à Paris, donc je débarque à Paris. Je l'ai pas poussé, je l'ai même forcé à se lancer sur YouTube parce qu'en fait il était un peu trop présent sur ma chaîne parce que en fait j'utilisais tellement que c'était genre limite la chaîne de Alix et Wesley. C'est-à-dire qu'on faisait des Skype, on se parlait en Skype et tout. Il me disait tu devrais te lancer sur YouTube et il y avait déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, Jules, Sullivan, Dimitri Scad aussi m'avait marqué à l'époque et puis déjà sur YouTube. Moi je te dis, ça t'aider. Tu portes mon short Rick Owens, tu n'as pas honte. T'as peut-être besoin un peu de piston de Dimitri Scad. Comment on s'est connus? Bonjour. Toi putain. Alors moi j'ai connu Wesley en tout premier parce que c'était le seul que j'ai connu parce que moi j'étais sur Vine avant. Et eux, ils étaient un peu plus sur la team YouTube, Instagram, tout ça. Moi les premiers, c'était Jules, Sullivan, Wesley, Johan. En vrai, je vous ai tous connus en même temps, je crois. Sullivan, on s'était tous rapprochés parce qu'on se connaissait via YouTube, on faisait des Skype tout le temps. Ouais. Et toi, t'étais sur Vine, et je me rappelle, j'étais venu à un Meetup Wifi. Il y a genre de plus en plus de gens qui m'ont coursé, et genre il y avait 100 personnes qui me coursaient, et après j'avais fait un peu un bad buzz sur Twitter, je me rappelle. Mais c'était pas voulu, voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Ryan, parce qu'il était à ce meet-up là. Franchement c'était hyper innocent, c'était juste, j'étais au collège, j'avais déjà un réseau qui marchait bien sur Ask, et on m'avait dit de faire des vidéos YouTube, parce que les gens ils aimaient bien mon style, et du coup j'avais fait ça. Moi, c'est vraiment depuis tout petit, j'adore créer, faire rire les gens. Et dès que j'ai eu l'occasion d'acheter ma première caméra, donc c'était genre à 11 ans,
bah, j'ai directement commencé à tout le temps faire des vidéos, genre vraiment du n'importe quoi. J'avais fait une vidéo avec Sullivan qui avait pété, je me rappelle, j'avais pris genre 70 000 abonnés en une nuit. Est-ce que j'avais fait une vidéo avec Jules? Non, je pense pas. Je pense pas. Vous détestiez. Il s'aimait pas. Pareil qu'il prenait ma place, mais on avait toujours le même nombre d'abonnés, à peu près. Et c'est vrai que quand ils faisaient des vidéos ensemble et tout, il m'appelait pas et il l'appelait lui, et j'avais grave la haine. Je me disais putain, mais en fait, je suis mis sur le côté. Je t'aime, Wesley. YouTube, Internet, c'était une ère de jeu pour nous. On postait des trucs, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas d'argent en question, il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas d'image. C'était vraiment, on était des gamins, on avait 14 ans. Et juste, on voulait faire kiffer les gens, on voulait faire des vidéos pour les faire rire. Et ça marchait parce que tous les commentaires, c'était ça, c'est je rentre des cours, putain, vous m'avez fait décompresser toute ma journée en 10 minutes à peine et tout. Et enfin, c'est ça que je pense qui nous tenait en haleine de continuer absolument. Quoi? Il manque un truc là. Mais c'est pas Noël là? Ah oui. Ryan, t'as oublié le sapin? Moi je te sers là. Tu vas chercher, il est en bas. Il est lourd en fait, il est très grand et lourd, donc excusez-moi. Attention, attention, je vais te faire mal. On pouvait pas prendre plus petit parce qu'ils avaient pas. Donc voilà, c'est le sapin de Noël. Maintenant, nous allons l'enneiger. Et nos créations, elles sont où? Non mais attends, à la poubelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de tout le monde et moi en particulier parce que c'est ma plus drôle. Il y a grave du monde, Samir, t'as vu ou pas? Là, c'est pas les rassemblements au Trocadéro. Hein. Sérieusement, non, c'est Ryan LVTT, c'est un Viner. Ryan vélo tout terrain. En fait, ce jour-là, c'est le jour le plus important de ma vie pour moi. Si j'avais loupé mon train ce jour-là, j'aurais jamais été ici aujourd'hui et j'aurais jamais eu tout ce que je suis en train de vivre là, quoi. Dans le sens où je me rappelle que les meet-up Wivy, en vrai, j'ai juste croisé Johan, mais on s'est pas trop calé parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et en fait, c'est après, une fois qu'il m'a envoyé un message sur mes réseaux pour qu'on fasse une vidéo dans un parc d'attractions, bah j'étais en mode pourquoi pas, mais je te connais pas, mais vas-y soyons fous, on est jeunes. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai rencontré Johan. En vrai, j'étais trop rassuré de me dire qu'il y avait quelqu'un, c'est pas négatif, mais ça peut paraître négatif ce que je veux dire, mais vraiment une personne trop bizarre, genre qui est grave dans son monde, qui est décalé et tout. Et je me dis bah purée en fait, genre, je suis pas le seul à être bizarre et tout. Sans parler de sexualité et tout, parce que quand on était jeune on pensait pas à ça, juste le fait de rêver, mais un peu trop rêver. Et d'y aller, bah, je me reconnaissais en lui, quoi. Mais le Graal, ce serait de le voir lui, connu sous le nom de un panda moqueur. J'en supplie, monsieur. Voilà. Ne repousse pas parce que je rêvais aller lui faire un câlin, enfin. Mais qui a dit que les miracles n'existaient pas? Chiara est chamboulée, elle a eu sa photo. Vu la sécurité autour de lui, effectivement, c'est impossible. Dans le monde d'aujourd'hui, une star du web se fait exfiltrer comme un président. J'ai un peu blackout. J'ai plus trop de souvenirs de ces moments-là. Mais je me rappelle juste d'avoir vécu un truc un peu bizarre, lunaire. Très lunaire, je sais pas. Je me rappelle juste qu'on était dans une sorte de convention et qu'on était au milieu, dans un box, au milieu de genre des milliers de personnes qui attendaient devant le box que les youtubeurs sortent, mais à l'époque il y avait tout le monde. Il y avait Natou et les autres. Mais c'est vrai que moi je m'y attendais pas du tout parce que moi j'étais là un peu dans un état d'esprit où je me sentais moindre que plein de youtubeurs qui étaient super populaires à ce moment-là. Et en fait c'est vrai que j'avais beaucoup d'attention sur moi, sachant que je m'y attendais pas. Et ça m'a un peu perturbée. Et heureusement, j'avais mes copains avec moi. Parce que à ce moment-là, du coup, il y avait Jules déjà, il y avait Gloria et tout machin, Danae, Clara. Donc en vrai, c'était fun, on a vécu le moment ensemble. Et là, tu te rends compte qu'il y a quand même un vrai décalage avec la vie que tu mènes de base, qui est celle d'un lycéen dans le sud, à ce que tu es en train de créer en fait sur Paris. Mais bizarrement, enfin, il y a un décalage, mais ça m'a permis déjà d'avoir un équilibre. Parce que genre, aussi jeune, vivre quelque chose de aussi intense, que la vie parisienne, youtubesque, paillettes, glam, enfin tout ce qui va avec. Quand tu vis ça, c'est important aussi d'avoir une sorte de base où t'es personne et tout le monde s'en fout de toi et t'es dans une campagne. Et du coup, ça va quand même beaucoup aider à rester stable et la tête sur les épaules. Néanmoins, c'était assez compliqué d'avoir cette double vie, un peu Hannah Montana, je dois l'avouer. Le week-end, j'avais toute l'attention sur moi et plein de gens qui criaient mon nom et tout machin. Et le lundi, j'étais en cours. Mais tout le monde s'en foutait de ma vie. Moi, ça m'a un peu perturbé, ce truc de double vie. Image. Au même moment, une graine de star pointe le bout de son nez à la télévision et bientôt dans la bande. Avant de connaître Sullivan et de te lancer sur YouTube, tu connaissais déjà Bilal au tout début, il était en crush sur toi? Ouais.
Bah ouais, c'est ces petits bonhommes qui me parlaient sur Facebook, par Messenger, et un jour on s'est vus. Et Bilal, de toute façon, vous le connaissez, quelqu'un qui a la chat, je parle très vite, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc tout de suite ça a accroché. Il m'a emmené un peu dans son wagon parisien, où il m'a fait rencontrer des copains à lui. Et on a vécu notre jeune, donc j'avais 14 ans, dites-vous, j'ai connu Bilal avant YouTube, donc avant que je commence. Et il m'a fait vivre des choses, bah ouais, la meilleure adolescence que je pouvais rêver, quoi. La rencontre avec Jules a eu lieu, oui, en 2014. J'étais en train de faire The Voice. Je me rappelle avoir vécu cette rencontre comme un premier amour, qui n'était pas du tout réciproque, mais je me suis fait un très bon ami. En fait, on est devenus meilleurs potes et je me rappelle que c'est à ce moment-là que le soutien d'effectif qu'il m'a envoyé a commencé. Il n'a jamais arrêté. En fait, c'est devenu un de mes premiers soutiens amicaux au niveau de ma carrière artistique et de mes rêves. Jules m'a un peu introduit à tout le monde, un peu comme une toile d'araignée. Il y avait d'abord, je pense, Sullivan. On avait fait une sorte de Skype où je m'étais un peu donné en spectacle. J'avoue que je regardais beaucoup ses vidéos, j'aimais bien ce qu'il faisait. Techniquement à Alix, à Johan, à Wesley, à cette bande-là, mais je pense que j'ai tissé un lien un petit peu plus indépendamment de Jules à ce moment-là avec eux. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est surtout avec Alix dans un premier temps que j'ai tissé un lien très très fort. Il m'aidait énormément à monter mes covers, mes vidéos, les choses comme ça. Et puis juste après Johan, parce que il était un peu... nos vies se mêlaient vraiment dans nos centres d'intérêt et on a commencé à pas se lâcher, presque à vivre tout le temps ensemble, quoi. I love you guys, thank you so much! Sing! Trop bien couper l'émission donc tu vois pas ma tête. Genre d'un seul coup tu vois Soani qui gagne. Alors moi je pars. Mais c'est pas moi qui m'a dit quand j'étais comme ça. Bilal, à la base, il me terrifiait. Il me faisait trop peur. En fait, Bilal, c'était beaucoup d'énergie et quelqu'un de très extraverti dès le début. Et en fait, bah, c'était vraiment le choc des cultures. C'est-à-dire que genre, moi, grâce à Bilal, j'ai appris à faire ressortir ce côté de moi que j'ai toujours eu en moi et que j'avais besoin de faire ressortir. Mais Bilal, très jeune, il était déjà dans ce truc hyper à l'aise avec les gens, etc. Et moi, j'avais jamais été confronté à ça. Bonsoir Paris! À la requête de tout mon groupe d'amis, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Il y avait deux idées très contradictoires qui existaient dans ma tête. Il y en avait une qui m'implorait de garder mon intégrité artistique et de ne pas me lancer sur une carrière de youtubeur parce que j'avais peur que ça puisse me faire perdre en crédibilité. Parce que je suis au conservatoire depuis que j'ai 6 ans, j'étais dans une école de comédie musicale, j'avais déjà écrit des morceaux, je les produisais dans ma chambre, j'avais pas du tout envie de dévier mon attention de mon rêve en faisant autre chose. Et de l'autre côté, je me disais, c'est quand même super marrant tout ce qu'on vit, ce serait marrant à partager avec les autres. C'est vrai qu'il m'arrive d'être rigolo et j'arrive à captiver l'attention assez rapidement quand je parle. Avec l'aide des copains et surtout après leur demande, je me suis dit, allez, bon, fais-le, ça va être génial. Je me suis lancé et c'est allé très très vite. Lisez-les-moi. Meilleur chanteur de l'année. Meilleure chanson de l'année. Pour quelle chanson? Mettez-moi la musique. Mais ils ont été vraiment d'une grande aide. Ce lien fort existait aussi et avait aussi de la valeur dans l'aide en fait littérale pour le succès, quoi. Je pouvais appeler Paola et lui dire écoute Paola, j'aimerais bien faire une collaboration avec toi sur ta chaîne YouTube parce que je vais sortir un cover, j'aimerais vraiment que celui-là soit vu parce qu'il m'a coûté un peu d'argent. Elle disait ok, on faisait une vidéo des âneries sur sa chaîne et puis pouf, je gagnais genre 11 000, 12 000 abonnés. Lui, c'est monsieur Hassani en question. Il a percé dans la musique après un EP et des albums qui se sont classés disques de platine, d'argent, d'or et d'or rose. Je l'ai engagé comme manager, il est pas cher. Ne donnez pas la raison à Lolita. Pluma, remets-toi sur le sol. Moi, c'est Paola. Oh, j'en ai marre d'aller à gauche, à droite tout le temps comme ça. Bilal, j'en ai marre. Tout le temps, je fais tout pour toi. Je vais à gauche, à droite, tout le temps. Tous ces jours de Noël où tu m'appelles les salauds, dîner avec ma mamie. Pourquoi tu me touches? Allez-vous-en, tout de suite. Mais je suis ta cousine. Alors quand j'étais toute petite, je devais avoir 7-8 ans, ma mère elle m'a inscrite dans une agence de mannequins qui s'appelle Sprimous. Et mon premier tournage c'était pour la grande récré, c'était les Top Fashion Z. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'était mon premier tournage genre. Du coup c'était des courts-métrages de 5 minutes et j'avais genre des vrais textes à apprendre, je devais vraiment jouer la comédie. Mais ouais, c'était ma première expérience et je me rappelle que j'avais adoré apprendre des textes, jouer avec la caméra.
Être avec plein de gens sur le bateau, ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, j'adorais ça. Regardez les filles, moi je vais vous montrer comment je m'habille. Ma première rencontre avec Sullivan, moi je l'ai rencontré premièrement sur mon écran. C'était ma meilleure amie Cyrine qui me l'avait montré, qui m'avait dit mais ce mec il est génial, c'est un panda au cœur, tu vas adorer et tout. Et je suis devenue accro, vraiment accro. J'ai acheté sa merch quand il avait fait ses pulls, j'allais à tous ses meet-up et tout. Et quand je l'ai vu, j'ai pleuré, je t'aime trop, on a pris une photo. J'étais en mode oh my god, t'es trop mignonne, t'es trop une petite starlette, t'es trop belle. Et en fait, j'ai rencontré une fois, mais vas-y, moi c'était terminé. Enfin, genre, je rencontre une abonnée qui est trop mignonne, trop belle, trop sympa, trop star avec moi. Bisous, genre. C'est vrai, je vois, elle est récurrente. Jules, il commence à me dire, regarde cette petite, c'est vraiment une star et tout, machin, genre. Et après, je l'avais revue à la Vidéo City, je l'avais revue devant le Grand Rex. Et voilà, je l'ai suivi un peu dans tout Paris, quoi. Putain, je sais pas quoi faire comme vidéo. Des gens m'ont demandé si c'était des lunettes de vue ou des lunettes pour faire du style. C'est des lunettes de vue. Voilà. Et ensuite, je me suis lancée toute seule. Et j'ai tourné cette vidéo, 15 faits étranges sur moi, où je disais que je mangeais mes ongles de pied, etc. On connaît toute cette histoire. Je mange mes ongles de pied. Oui, je vois pas c'est quoi le problème. C'est bon, c'est gracieux. Comment je l'ai vécu? Au début, c'était très difficile parce que forcément, quand tu passes de personne à quelqu'un du jour au lendemain, où en fait le lundi, personne ne te calcule et le mardi, tu deviens le centre d'intérêt de l'école, forcément, c'est compliqué pour le cerveau, même psychologiquement, de comprendre. Et voilà, donc j'ai vécu un peu d'harcèlement, assez peu qui voulaient me virer de l'école parce qu'il y avait trop d'engouement autour de moi à cause de cette vidéo. Donc c'était compliqué, mais heureusement que j'avais le soutien de Jules particulièrement, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a conseillé. Moi aussi, j'étais fan de Jules, comme j'étais fan de Sullivan. Et les deux m'ont vraiment aidée. Parce qu'ils avaient vécu la même problématique que moi à ce moment-là. Elle est venue à un de nos meet-up et je l'ai vue au loin, j'ai dit mais elle a une graine de star. Je l'ai fait monter sur la scène, on a dansé ensemble. J'ai cherché son Twitter le soir même en mode c'est qui cette fille, elle va percer. Et on a gardé contact et puis vous connaissez la suite, voilà, après avec sa petite bouille d'ange et son travail acharné, elle en est là aujourd'hui. J'ai continué. J'étais bien entourée aussi, j'avais ma meilleure amie Cyrine qui est toujours là avec moi, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a dit Paola, en vrai tu touches ton rêve, c'est ça que tu voulais faire depuis le début, tu voulais être youtubeuse, alors continue, on s'en fout des critiques. Essaie de transformer en fait ce bad buzz en quelque chose de positif pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Je sais pas comment, mais j'ai continué et j'ai bien fait. Attends, mais vous avez fait la vidéo sans moi? Salut les puces, bienvenue dans ma fête. Mais c'est pour moi, je pars en Paola, on savait tous à l'époque qu'elle mentait sur son âge. Je sais pas, mais ça se voyait. Elle avait vraiment une tête de fœtus. Qu'elle était déjà avec nous à ricaner. Et ça se voyait en fait sur sa bouille parce qu'elle venait nous voir en nous disant qu'elle avait 16 ans. Puis après qu'elle avait genre 14-15 ans. Et on s'est dit, mais en fait, c'est marrant, tu peux pas baisser ton âge en fait. Elle était très jeune, elle nous mentait sur son âge. Mais on savait qu'elle était plus jeune que nous, mais on préférait qu'elle traîne avec nous parce qu'elle aimait traîner avec le plus grand. C'est un fait, genre elle voulait grandir un peu trop vite la petite. Mais du coup, on préférait qu'elle traîne avec nous, qu'on la tire vers le haut, qu'on la protège, plutôt qu'elle traîne avec je sais pas qui. Du coup, on l'a accueilli les bras ouverts et c'est ce qui a formé le groupe d'aujourd'hui. Je mentais grave sur mon âge. Pourquoi? Parce que j'étais la plus jeune. Tous les membres de la Fabuleuse avaient à l'époque, je dirais entre 15 et 19 ans. Moi, j'avais 12 ans, même pas 11-12 ans. Quand t'as 15 ans, t'as trop la flemme de traîner avec une petite de 12 ans, genre c'est mort. Moi, je savais que je pouvais être leur amie, je savais que j'avais le potentiel pour être leur pote, genre je savais que je pouvais m'éclater avec eux, je pouvais avoir des discussions avec eux et tout, sans paraître trop jeune, même si forcément j'ai toujours été la petite sœur de tout le monde parce que on n'a pas le même âge, quoi. Je mentais, ouais. Il me disait t'as quel âge, je disais 14 ans. L'année d'après, il me disait t'as quel âge, je redisais 14 ans. En fait, ça n'a jamais bougé. Jusqu'au jour où on a vraiment été amis. Donc, il pouvait pas me dire t'es une menteuse, on n'est plus amis avec toi, parce que trop tard, en fait, on est déjà amis. Donc, voilà. Mais je suis sûre que si j'avais dit que j'avais 11 ans, on serait pas amis aujourd'hui. Allô? Oh, sorry, hi. Who? The Grammys? Je suis nominée? Je suis nominée? Album de l'année? Yes! Thank you so much! Portrait Family, live long life! Alors, il y avait quand même une petite échelle sociale qui existait parce qu'il y avait une partie du groupe qui était déjà très loin dans leur succès, qui avait des millions d'abonnés et qui avait aussi une vie qu'ils pouvaient mener grâce à de l'argent qu'ils commençaient à gagner, nous pas encore. Moi, je vivais chez ma mère, j'avais pas de sous sur YouTube, rien du tout. Et donc, il y avait cette bande-là avec Alix, Wesley, Johan, etc. Nous, on était vraiment un peu les rats de Paris, mais c'est comme ça qu'on nous appelait, hein, je dirais pas qui. Non, c'est faux, c'est faux. C'était pas toi?
Donc c'est nous qui nous sommes autoproclamés. Il y a fort moyen qu'on soit autoproclamés. Le terme a été popularisé par Johan et moi. Quand on était tout le temps ensemble, on se disait vraiment, on est vraiment les rats de Paris quand on les voyait vivre la bella vita à Los Angeles. On était très jaloux d'eux. Oh, je me disais, oh mon Dieu, j'adorerais vivre ça. Mais c'est normal et logique qu'ils aient pu le vivre bien avant nous parce qu'ils avaient commencé à travailler aussi bien avant nous. Du coup, en fait, on avait juste un sac à dos et un rêve, quoi. Enfin, on faisait rien du tout, on n'avait pas d'endroit où se poser et on forçait tous les jours à sortir. Pourquoi faire? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est à ce moment-là qu'il y a un lieu qui devient culte très rapidement. C'est notre QG. C'est nécessaire qu'on s'y retrouve. Vu que le soir, on reprend tous nos RER et nos tramways et nos bus pour entrer chez nous dans nos banlieues. C'est le lieu où on peut se rassembler et refaire le monde. Odette et Aimé, ça commence très tôt, bien avant même la jeunesse de la Fabuleuse. On avait un ami qui s'appelle Nemo. Sa maman habitait vraiment collée à cette brasserie-bar qui s'appelle Odette et Aimé. Et cet endroit-là est devenu un petit peu l'endroit où on allait quand, par exemple, moi je dormais beaucoup chez Nemo à l'époque. Quand sa mère elle me disait, bon, sortez, il faut que je travaille. Elle faisait beaucoup de tournages, de choses comme ça, et on allait à Odette. Et en fait, au fur et à mesure, je ramenais un petit peu les copains de l'autre monde, du monde un peu plus YouTube, etc., à Odette. C'est à cet endroit précis que naissent nos relations avec celles qu'on appelle les 3 bonnes fées du groupe. Les 3 bonnes fées, c'est Inès, Gisèle et Gila. Sachez que c'est les 3 copines, on les appelle les 3 fées parce qu'elles ressemblent un peu aux petites fées dans La Belle au Bois dormant. Il y en a une, elle est bleue, une, elle est verte, une, elle est rose, genre. Et ouais, c'est un peu de base, moi, je les ai un petit peu pris quand même, ces filles-là, comme vraiment nos petites bonnes fées. Parce que moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis hommes et j'avais besoin quand même d'avoir un modèle un peu féminin dans ma vie. Sachant que moi, du coup, j'ai quitté ma famille en montant à Paris. Mais j'avais besoin d'avoir des filles dans ma vie. Et c'est vrai qu'elles, c'était les 3 bonnes fées que j'avais dans ma vie. Avec Paula, évidemment, mais Paula, c'est plus ma petite sœur. Elle, c'est un peu comme des sœurs de mon âge. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rencontré mes copines Gisèle et Gila au lycée. J'étais pas très sociable, elles non plus. Du coup, on s'est retrouvées toutes les deux à côté sans se parler pendant plusieurs cours au début. Et après, il y a eu les premiers devoirs groupés de classe. Et il a bien fallu qu'on se mette avec quelqu'un. Donc, je me suis mise avec elle. Et c'est comme ça qu'on est devenues copines en vrai, mais rien n'était fait de base pour qu'on soit copines, elle et moi, quoi. Et Gisèle, en fait, c'est venu plus tard. Il faut savoir que c'est les premiers amis que j'ai. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup d'amis. Parce que j'étais un petit peu étrange. Et j'avais du mal à avoir mes propres amis. Et dès que je les rencontre, en fait, ils m'acceptent telle que je suis. Et très très vite, ils me font rentrer dans leur petit groupe d'amis. Et du coup, on va à ce café, Odette et Aimé, qui est à 10 minutes de chez moi. Et au final, ça fait 5 ans que tous les jours, on a Odette et Aimé. Prière d'abord. Alors, on est quelques mois après que j'ai lancé ma chaîne YouTube et je décide de produire un concert avec un EP que j'avais fait. Et je me suis un petit peu arrêtée sur les modèles préexistants qui se passaient aux États-Unis parce que c'était un monde, l'influence là-bas qui était beaucoup plus développé, on va dire. Et je me rappelais des McCon, il y avait ces trucs avec Cameron Dallas, Shawn Mendes, Nash Grier et la compagnie, qui faisaient des sortes de tournées immenses où ils chantaient pas, ils dansaient pas, ils faisaient pas toutes ces choses-là, mais ils étaient juste eux et puis ça plaisait beaucoup aux gens parce qu'ils les suivaient en ligne et ils pouvaient enfin les voir dans la vraie vie. Je me suis dit, bon, je suis encore un tout petit youtubeur, ce serait super marrant de pouvoir inclure tous les copains qui sont des youtubeurs sur ce concert-là pour faire un truc un peu intimiste, comme ça. Donc ça a été un petit peu difficile de convaincre certaines personnes, d'autres ont vraiment joué le jeu à donf. Je pense vraiment notamment à Wesley et à Johan qui ont vraiment été investis. Johan plus particulièrement qui est quand même venu faire des heures de répétition sur son temps libre pour préparer la performance avec moi. Est-ce que vous êtes ready, dancers? Hit it!
En fait, c'était un super moment. C'était assez difficile à monter. J'avais pas de prod ni rien, donc c'était particulier. Mais on a quand même réussi à remplir la salle et tout. Et je me rappelle que ça avait là captivé un petit peu l'attention de Sullivan, qui lui allait partir en tournée dans pas longtemps. Ouais, le One Habit Tour de Bilal. En vrai, le seul truc que je me rappelle, c'est peut-être égoïste, mais en fait, je sais que j'ai battu le record de cette salle ce jour-là. Et je sais pas si le record a été battu à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai réussi à faire le Bottle Flip Challenge que je devais rater. C'était écrit là. Et en fait, je l'ai réussi à ce moment-là, et du coup, bah, c'est le seul moment qui me reste vraiment gravé du One Habit Tour. Et en fait, quand je parle de record, je parle du nombre de décibels dans la salle, en fait. Je crois que c'était aux étoiles. En fait, le fait de voir la foule, de voir nos abonnés, de créer un truc avec ses potes, et qu'en plus de ça, ce jour-là, j'ai réussi à atteindre une limite dans cette salle, bah bref, c'était chou, quoi. C'est tout. On est trop contents, mais ouah, on est chaud. Je suis super fatigué parce qu'il est 18 h là, mais en France il doit être genre 4 h du matin. Faut pas que tu penses ça. Mais je sais, mais je le savais même pas, j'étais juste avec Kawe et Julien m'a dit ça. Moi ça va, je suis pas trop fatiguée. Toi que tu penses pas à l'heure française, t'es pas fatiguée. Alors la team LA, c'est vrai que du coup moi j'étais très ami avec Sullivan. Sullivan il a grandi très vite à 15 ans, 16 ans. Non, il a commencé à 16 ans, 17 ans à aller à Los Angeles avec Gloria et Antonin. Et l'année d'après ils m'ont proposé de venir avec eux. Donc moi au début je pouvais pas venir parce que bah papa et maman me laissaient pas aller à l'autre bout du globe terrestre alors que je suis mineur, etc. Mais après, comme on gagnait notre vie, etc., ils m'ont laissé vivre cette vie-là à 18 ans et c'était les plus belles années de ma vie aussi. Je partais avec 4 autres créateurs de contenu, on faisait tout, on partageait toute notre vie, tous nos délires, tous nos amours. Et ouais, c'était assez incroyable. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fin de la fameuse Team LA, un sujet qui est vraiment d'actualité depuis que de nouveaux éléments sont sortis. Fin décembre 2018, Clara a fini par répondre à la fameuse question sur sa relation avec Jules dans une vidéo Ask. Elle y révèle l'ambiguïté qu'il y a eu entre eux deux depuis le second voyage à Los Angeles début 2018. Je tape toujours des questions par rapport à ça, c'est bon, enfin genre je suis Gloria, je suis pas Team LA, tu vois. Voici ce qu'il s'est passé selon moi. L'histoire du triangle amoureux avait fragilisé la team au cours de l'année 2018 et a créé des tensions entre les trois protagonistes, à savoir Gloria, Clara et Jules. Les dramas, c'est vrai que en fait le problème c'est qu'on était trop nous, on était super jeunes et du coup c'est comme dans une maison, des trucs de télé-réalité, on a des émotions, on a des sentiments, on a des moments de fatigue, on a des moments de bonheur, de tout. Et nous on partageait tout ça, genre sans calculer, genre on n'était pas un groupe monté, etc. Donc forcément quand il y a des sentiments qui rentrent en jeu, il peut y avoir des conflits. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment se retrouver 5 jeunes qui sont entre 17 et 21 ans à Los Angeles dans une vraie baraque, c'était ouf, mais à la fois mentalement je pense que c'est pas quelque chose que tu es censé vivre à un âge aussi jeune. C'est un petit peu quelque chose qui m'est toujours reproché à l'heure actuelle en interne, mais c'est vrai que j'ai pas voulu prendre forcément parti, surtout pendant les quasi-bagarres. Pendant les grosses embrouilles. Mais du coup, oui, moi j'ai un petit peu souffert de ça, ce truc d'être au milieu de toutes ces histoires où j'avais pas vraiment de responsabilité. C'est pas de ma faute, ce qui s'est passé, clairement, je pense. Du coup, ça m'a un peu saoulée. Tu me guides, si tu veux que je répète un truc, t'es le producteur. Sullivan et Gloria, c'était mes meilleurs amis. Faut savoir que j'ai grandi en Espagne et mes premiers vrais amis français, je les ai rencontrés en ligne. Donc pour moi, c'était mes bébés, c'était notre petit groupe, notre petit trio. On n'avait même pas d'appellation, on se disait même pas qu'on était la Team LA ou qu'on était une clique, qu'on faisait juste chacun nos trucs et on était ensemble. Et pendant ces années où on gardait contact sur Skype, qu'on s'appelait en ligne, qu'on alimentait notre amitié, Sullivan et Gloria se sont rapprochés de Jules. Moi, Jules, je l'avais dans quelques Skype, on communiquait, mais j'ai jamais eu cette amitié qui s'est fait, donc je le tenais pas à fond dans mon cœur. Mais il était très proche de Sullivan et Gloria, donc on avait fait un premier Los Angeles qui s'était très bien passé tous les trois, j'avais adoré, enfin très bien passé, oui et non, on avait dépensé tout notre argent et on avait fini à dormir sur un canapé gonflable d'une copine, des erreurs de jeunesse. Moi, quand ils ont proposé Jules, faut savoir que j'étais pas forcément partant, je disais mais pourquoi, enfin... On est bien tous les trois et puis finalement je me suis dit c'est pas une dictature, si mes amis veulent que lui vienne, il va venir. Donc Jules est venu et ça m'a appris à beaucoup le connaître. On a pu crever l'abcès de pas mal d'incompréhensions qu'on avait entre les deux.
sous la forme d'embrouille, sous la forme de cris, sous la forme d'énervement. Tu veux que je te regarde toi ou la caméra? C'était vraiment difficile au début, je me disais, enfin j'avais trop peur que quelqu'un vienne briser cette belle amitié, ce beau trio qu'on avait et cette amitié que je trouvais si précieuse et qui était l'amitié la plus importante que j'avais développée en France. Et finalement, Dieu merci que Jules et Clara sont venus dans ce voyage parce que ça a pu créer la Team LA qui est un de mes meilleurs souvenirs d'adolescence, enfin de jeune adulte quoi. Ouais, c'est vrai que psychologiquement parlant, la Team LA c'était un mindfuck. C'est un truc qu'on t'apprend pas à gérer ça. Donc on a le facteur amitié, on a le facteur professionnel, le facteur communauté, et puis après on a eu le facteur crush, amour, qui est venu vraiment tout bouleverser avec un triangle amoureux très inattendu quoi. Évidemment, ce qui me plaisait le plus dans la Team LA, c'était l'amitié qu'on partageait entre nous 5, c'est-à-dire que de base, c'était vraiment pas professionnel. Nos communautés qui de base nous suivaient que pour nous suivaient aussi pour nous voir ensemble. Et du coup, ça faisait que potentiellement, parfois, on allait se forcer à filmer une vidéo, on allait se forcer à faire telle ou telle chose. Et ça, pour moi, c'est là où il y a eu comme un nuage noir qui s'est créé autour de ce groupe qui était si sain au début et qui n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux. You, next. I think you guys need the perfect catwalk. You know what? Just watch me. I just did it on purpose. Yes, because fails are super viral. Écoute ma puce. Et c'est vrai qu'à Paris, j'avais ce truc un peu sécurisant, parce que Joanne et moi, on commençait à venir régulièrement chez Bilal. On était tous les trois hyper passionnés de musique, de pop culture, tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu une sorte de, je sais pas, de duo qui me faisait du bien à ce moment-là, même si j'étais toujours autant attachée à la Team LA. Mais du coup, je pense que c'est comme ça que je me suis rapprochée de Bilal et de Joanne. C'est qu'en attendant qu'il y ait un petit pansement qui se mette sur la blessure Team LA, en fait, ça a été un petit peu Bilal et Joanne, en fait, mon pansement par rapport à ça. Sullivan! Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ceux qui ont voté pour toi, qui t'ont soutenu? Regarde, il y a même un panneau avec des petits cœurs Sullivan au fond de la salle. C'est impressionnant toute cette mobilisation. Merci énormément pour tout ce que vous faites et voilà, merci pour tout. Et voilà, je sais que je fais pas souvent les meilleures choses, mais merci toujours d'être là et voilà. J'ai juste une petite question. Est-ce que tes parents comprennent ce qui est en train de se passer autour de toi? Est-ce qu'ils ont un peu capté ce qui se passe? Non, ils savent pas ce que c'est Internet. J'adorais Sullivan, j'ai toujours adoré Sullivan. Je savais qu'on allait devenir super proches, mais je savais pas quand ni comment. Il fallait que le beau moment arrive. Et en fait, on a commencé à traîner ensemble. Il y a eu cette expérience de la tournée qui nous a bien rapprochés. J'avais beaucoup je ne dirais pas les noms, mais j'avais quand même beaucoup d'avis externes que j'entendais, qui n'étaient pas forcément les plus positifs sur Bilal. À l'époque, moi, j'étais quand même hyper... je me protégeais énormément et je voulais pas de nouveaux amis. Moi, j'avais genre mes quelques copains et ça me suffisait. C'est vrai que Bilal, c'est quand même un personnage clivant. Enfin, genre, t'aimes ou t'aimes pas, de base, surtout à l'époque, c'était soit tu le trouvais complètement à côté de la plaque, soit tu l'adorais. Et moi, de base, je le trouvais un peu à côté de la plaque. Enfin, il me faisait peur, genre. En fait, quand je l'ai rencontré, je sais pas, c'était, je pense, une histoire d'énergie. Vraiment, c'est genre, on a été connectés. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait un réel talent. C'est vrai que je cherchais un petit peu un acolyte qui puisse tenir un show, sachant que moi, je savais pas si j'en étais capable. Donc un peu une roue de secours, mais qui était genre, en fait, la roue de la voiture. C'était pas la roue de secours. Et Bilal l'a été. Franchement, il a rempli ce rôle avec brio. Et en plus de ça, il était trop mignon avec moi. Il venait me chercher à la gare quand j'arrivais à Paris. Donc, je sais pas, c'était un bon ami. Je sais pas, il était trop mignon. Et dans la même période, Joanne et moi, on était très très proches et je pense que tous les trois, on s'est un petit peu tissé un lien commun. À cette époque, je passe ma vie avec Bilal. Genre, on crée vraiment une relation de frères où genre vraiment on se soutient et je me sens écoutée. Et en même temps, moi, ça me permet aussi d'extérioriser, d'en apprendre un peu plus sur moi-même. Une partie de moi qui avait trop besoin de cette rencontre un peu choc avec Bilal pour apprendre à me connaître tout en grandissant. Et donc là, littéralement, je vis chez lui, c'est-à-dire que je passe
toutes mes nuits à dormir en dessous de son lit sur un matelas qui laisse à désirer. Mais la colocation se passe pour le mieux et c'est vraiment genre des trop bons souvenirs parce que genre on sortait à peine du lycée et on venait d'avoir notre bac et on avait genre dit à nos mamans genre s'il vous plaît laissez-nous un tout petit peu de temps et on va vous prouver que ça en vaut la peine, qu'on se lance pas tout de suite dans nos études supérieures et qu'on tente le coup. Aïe! Los mariachis! Hey! Magda est de retour pour vous jouer de mauvais tours. C'est à cette époque-là que Sullivan nous rejoint et qui commence à partager vraiment genre une vie de coloc avec Bilal et moi. Et à ce moment-là, on s'entend trop bien. Genre Sullivan et moi, ça faisait du coup 2 ans qu'on se connaissait, mais très brièvement. Moi, j'étais encore un peu fan à ce moment-là et finalement, on apprend à se connaître et on se rend compte que bah ouais, genre on est fait genre pour être les meilleurs amis du monde et c'est genre trop beau. La coloc à 3 pour moi, c'est un petit peu le prequel de La Fabuleuse. Ma mère n'était pas là, on avait mon appartement et on a vécu à 3 dedans. On a aussi pu faire des super voyages, dont un voyage à Singapour. C'était des très bons souvenirs, c'est là où j'ai eu mes premières vraies cuites d'alcool. Et franchement, j'adorais revivre ça avec notre âge actuel. Enfin, c'est comme si t'étais genre vraiment, tu partais avec tes potes de lycée. Alors qu'un voyage comme ça, généralement, tu le fais quand t'es plus âgé. Et à ce moment-là, on se rend compte de la chance qu'on a et des souvenirs qu'on est déjà en train de se créer. Donc ça renforce grave nos relations entre Sully, Bilal et moi. Et en fait, on se lâchait plus, c'était la période de bac, d'après-bac surtout. Je me souviens d'avoir vécu les premières expériences vraiment d'amitié saine dans un groupe, de pouvoir exister dans un groupe d'amis. Je pense que beaucoup d'entre nous, on était un peu des marginaux d'une certaine façon. Et donc en fait, dans cette vie d'après-bac, de fin de lycée, on a pu un petit peu fabriquer l'idéal qu'on avait formé dans notre tête de ce que pouvait être un groupe d'amis. La même année, en 2018, Alix tourne dans son premier long métrage. Ça a vraiment fait un tournant dans ma vie. Le métier d'acteur, c'était un rêve pour moi, mais je dis toujours ça, en fait, c'était comme un enfant qui veut devenir astronaute. Enfin, pour moi, ça paraissait impossible, je viens de la campagne, mes parents, ils sont pas du tout dans le milieu. C'était vraiment genre l'étape impossible à avoir. Et du coup, je fais des vidéos sur YouTube. À ma manière, je fais un peu mon acteur, je fais rire les gens, je me mets en scène dans des vidéos. Et un beau jour, il y a une très grosse directrice de casting qui m'envoie un DM sur Instagram, Elsa Pharaon, qui me dit « Bonjour Alix, j'aime bien ton profil, est-ce que tu aimerais passer un casting pour ce film ?» Et j'étais avec Bilal et j'étais en mode « Mais quoi? What the fuck? Genre, qu'est-ce que c'est ?» Et pas trop stressé parce que je comprenais rien. Du coup, je vais au casting et là, je rencontre la réalisatrice que je connais très bien parce qu'elle a joué dans un des plus grands films français, Nos Jours Heureux, c'était Joséphine Demeaux. Donc là, je commence à stresser. Là, je suis un peu en mode « Oula, je suis un peu dans la cour des grands là. » Bah, il me rappelle une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois et la 5e fois, il m'appelle et il me dit « C'est bon, c'est toi pour le film. » Et là, je m'en souviendrai toujours, c'était à l'appel à la pause du midi. Et j'étais au téléphone avec du coup la réalisatrice qui m'appelle et qui me dit que je suis pris pour le film. Et là, mais je tombe par terre, genre je m'écroule dans la cour. Quoi? Genre moi, je vais tourner dans un film. Et du coup, je fais ce tournage qui était mais oufissime. Et je rentre à Paris et je suis en mode, j'ai quand même YouTube, une chaîne avec des centaines de milliers d'abonnés. Enfin, je suis en mode, qu'est-ce que je fais de ça du coup? Je fais le choix de tourner la page. Parce que pour moi, justement, j'avais fermé un chapitre. YouTube, c'était le premier chapitre, le 2e chapitre. Le cinéma. Dans le cinéma, c'est un milieu hyper difficile, hyper dur à rentrer dedans. Et ils sont tous un peu matrixés par Internet, les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai dû, pour m'enlever cette image de youtubeur, alors que moi je l'assumais totalement, ça me dérangeait pas, et même maintenant je le dis, je m'en fous, j'étais youtubeur. Mais à l'époque, c'était tout le temps, ah mais t'es youtubeur, t'es pas acteur. Moi je te dis, si, je suis acteur. Là, je viens de faire un film, je vais m'inscrire dans une école de théâtre, j'aime plus que tout au monde faire ça. Pourquoi vous me dites que je suis pas acteur et que je suis youtubeur? Je suis plus youtubeur. Dès qu'il y avait une photo de groupe avec tous mes potes, je m'enlevais de la photo pour qu'on arrête de me stigmatiser, de me dire que je suis youtubeur parce que je traîne avec des youtubeurs. J'avais du mal entre direct le pro et la famille, parce que c'était ma famille, mes amis, enfin c'est toujours ma famille. En fait, j'avais un discours hyper dénigrant. J'étais en mode, mais moi je fais du cinéma. Du coup, ça me mettait dans des situations horribles où j'avais l'impression qu'ils croyaient que je les prenais de haut, que je me sentais supérieur à eux, que j'étais en mode, moi j'ai fait un film au cinéma, maintenant je peux plus être sur vos vidéos YouTube. Alors que non, pas du tout. Les points attribués. Là-haut, Simène Badi, 63 points. Et Roy avec 150 points, qui lui donne 200 points au total. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est Bilal Hassani qui vous représentera, qui représentera la France à l'Eurovision. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi.
Je pense qu'en 2019, j'ai peut-être été dans les premiers, je dirais pas le premier, mais dans les premiers à vraiment briser peut-être le plafond de verre de la vie en ligne et d'arriver dans la grande chambre médiatique de les concerts, les télés, les choses comme ça. Et donc c'est vrai que ma vie, elle a un petit peu pris un tournant par rapport à notre groupe d'amis. Malgré tout, j'ai senti le soutien très très fort, surtout du noyau pendant toute cette période-là. J'ai vécu aussi beaucoup de temps à côté en mêlant une relation amicale très très toxique qui a quand même pris beaucoup de mon temps et de mon énergie et du coup qui m'a un petit peu séparé surtout de mes vraies racines. Je pense à Johan, je pense à Jules, je voyais encore beaucoup Sullivan, etc. Mais j'ai pu réaliser pendant ce temps-là à quel point c'était important en fait d'avoir un cœur et un noyau et un groupe d'amis parce que quand je disparaissais pendant genre 1 mois, 2 mois et que j'étais en train de travailler en vadrouille, etc. Quand je revenais vraiment, genre boum, je leur tombais dessus. Donc je sais qu'à une multitude de reprises, ils ont pu peut-être sentir un peu le poids de ma présence, mais ils me l'ont jamais fait ressentir de manière à ce que ça en devienne peinant pour moi. Voilà. Bonjour. Vous imaginez que vous êtes en train de filmer la prépa de l'Eurovision? Oui. Merci Bilal de nous faire vivre ça indirectement parce que vraiment avec l'Eurovision, on a pu venir ici et on serait jamais venu en fait si on serait jamais venu comme ça en groupe et tout. Ouais. Quand Bilal il a participé à l'Eurovision, on est tous partis le soutenir et c'était vraiment une expérience de dingue parce que c'est là qu'on s'est aussi rendu compte que le groupe il avait quand même une petite valeur. Il n'était pas encore défini comme le groupe l'est aujourd'hui, mais il y avait quand même une petite vibe, le fait de tous se retrouver pour soutenir un pote à nous. Juste l'énergie autour de ça, ça montrait qu'on était en train de créer quelque chose qui était vraiment sympa. Le fait que était là-bas. Et on vit une expérience folle. Moi, j'ai un peu menti pour aller à l'Eurovision, mais finalement, j'ai été obligée de le dire que j'y allais parce que ma mère, elle me dit « mais ça va pas, tu vas pas partir avec tes copains à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui se passe ?» Pas du tout. Et finalement, on a vécu, ça a été un de mes plus beaux souvenirs. On n'avait même pas les places à la fin, on courait, on s'est retrouvés dans les Airbnb, dans les taxis. C'est un souvenir merveilleux. C'est toutes ces expériences de fou et le fait de voyager entre potes qui me donne trop envie de partager ça au monde parce que moi, étant plus jeune, j'aurais trop aimé suivre justement une bande de potes qui vit des aventures un peu incongrues. Allez, fermez vos gueules maintenant. Pourquoi je suis dans la jungle, putain? Je vois pas, je veux pas voir. Et c'est comme ça que je lance l'Eterner, où on part à l'autre bout du monde, au Laos, en dehors des sentiers battus. L'idée, c'était de prendre des petits Parisiens qui sont pas trop habitués à voyager dans un cadre qui est pas forcément glamour. Et c'était une expérience de dingue. En vrai, Eterner, pour moi, c'était genre, c'est mon meilleur tournage de ma vie entière parce que c'était vraiment compliqué. Genre, mais quand je dis compliqué, c'est en mode, j'ai pas fait Koh-Lanta, mais j'ai l'impression que c'est comme Koh-Lanta en vrai de vrai. C'est-à-dire que t'as vraiment pas de thunes, tu peux pas bien manger. C'est vrai qu'on trichait de temps en temps, mais même quand on trichait, en fait, on galérait pendant 3 jours et on dormait vraiment dans des tentes à manger des insectes. C'était un très bon tournage et j'aimerais trop pouvoir le refaire dans un autre pays, mais que la DA reste la même, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de téléphone, qu'on n'ait plus de réseau et qu'on galère entre amis, quoi. Tout ce que j'ai fait à partir d'aujourd'hui, je suis choqué de moi-même. Oui, là, moi aussi, on me demande de me mettre à bout. Je suis à bout, j'explique, j'ai fermé ma gueule, je marche. Dans 10 minutes, si je dis non, j'ai fait demi-tour, j'ai pas envie de niquer vos trucs. Plat végétarien, c'est quoi? Tous les véganes ne mangent pas de plat végétarien. On mange pas de la salade et une tomate pour se nourrir. Ça, c'est rien pour nous. Non mais vous rigolez, mais je vous jure. Moi, j'ai besoin de nourrir mon ventre, j'ai besoin de force. Regardez mon corps. En fait, ce qui se passe, c'est que on était dans un appartement miteux avec Wesley. Le premier appart qu'on avait, c'était à Bastille. C'était un tout petit studio de 20 mètres carrés à 2. Et on pensait vraiment qu'on allait pouvoir y rester, sauf que passer l'été, c'était bien drôle, mais on était en mode on peut pas rester ici à 2. Enfin, c'est pas possible d'être en colocation dans un appartement aussi petit. Juste avant de partir au Turner, on dépose notre préavis, on revient de notre tournage en Asie. Il s'avère que le préavis arrive à sa fin et qu'il faut rendre l'appartement et qu'on va se retrouver à la rue, littéralement. Johan et Wesley et Jules et Sullivan vivaient déjà seuls quand moi j'ai emménagé dans mon appartement. Ils vivaient à d'autres endroits de Paris.
Moi, je suis partie de chez ma maman parce qu'on travaillait ensemble et donc du coup ça commençait à être un petit peu compliqué, on travaillait tout le temps, c'était... Voilà. Je voulais vivre seule. Je trouve cet immeuble génial, au cœur du 18e. J'étais proche de tous mes souvenirs d'adolescence dans cet immeuble-là. Je me suis dit, c'est génial. Je visite 3 appartements, je prends le premier que je vois et je me dis, ah, pile à ce moment-là, je savais que Wesley et Johan quittaient leur logement. Là, à ce moment-là, mais du pain béni. Nous qui allons nous retrouver vraiment, genre, à peut-être repartir chez nos parents, on s'est dit, ok, c'est une opportunité de fou. Et moi, à ce moment-là, je me dis, en plus de ça, j'ai genre mon meilleur pote Wesley et mon autre meilleur pote Bilal dans la même résidence. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, on le tente. On a eu vraiment de la chance ce jour-là parce qu'on est tombé nez à nez avec la proprio. Enfin, moi et Johan, on était en mode business. Genre, on n'avait pas de tour, on était en mode, faut en profiter. Elle est fan de Bilal. Vas-y, viens, on essaie de négocier un truc. Et au final, on a réussi à avoir un appartement, genre peut-être 4-5 jours après, genre. Et on emménage enfin dans la fabuleuse. Waouh! Waouh! Chez moi! Non, c'est bon Dieu. Attention, Wesley, tu prends. Bah oui, ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Comment Two ça? assholes. On est installé? 1, 2, 3. À ce moment-là, Bilal, il est en tournée, Wesley, il travaille à la mairie, et moi, je multiplie les voyages à droite à gauche parce que je veux juste kiffer ma vie. Mais il y a un événement sans précédent qui changera le cours des choses à jamais. Tu me fais pas de câlin! Tu me fais pas de câlin, ça va pas ou quoi? Non, mais il est malade. Non, confinement! Sortez-le, sortez-le, mettez-le en évidence. Gel en évidence. Avez-vous été en contact avec des gens extérieurs? Ok, ils nous montrent le gel dans leurs mains, je les vois, j'ai en visu. Mais oh là, mais qui a fait des réserves? On va manger que des pâtes, on va manger que du riz, j'adore. On n'a pas de jus, on va manger quoi le matin? J'ai goûté 4 capsules de café. Et à pas se précipiter dans les réseaux de grande distribution, dans les grandes surfaces. 1000 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures en Espagne. Les médecins alertent sur une vague d'infection. La France est aussi concernée. Le nombre de cas double tous les 3 jours selon les autorités sanitaires qui répètent inlassablement leurs consignes. Franchement, Bilal, c'est la seule personne qui m'a invité à venir chez lui pendant le confinement. Et c'est vrai que de base, le confinement, on pensait que ça allait durer quoi, 2 semaines. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va dormir chez Bilal, ça va être fun, on va cohabiter pendant 2 semaines. Il y avait Gila avec nous et il y avait Johan et Wesley qui vivaient juste en bas. Waouh. Soyons honnêtes, moi, c'était un peu le chaos dans ma famille à cette période-là. Donc, ça a été une belle porte de sortie pour ne pas passer un confinement avec une famille qui ne se parle pas. Et je savais que je m'embarquais dans une belle expérience avec mes amis et ça a un peu aussi démarré mon début de vie d'adulte. Enfin, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, cette période-là, j'ai compris que t'étais partie. Même si je suis revenue, elle a vu son enfant partir et quand je suis revenue, j'étais déjà une adulte en fait. Donc voilà. Bizarrement, même si on se rendait compte qu'il se passait quelque chose de grave et que c'était un cas vraiment exceptionnel, moi j'en garde un excellent souvenir parce qu'on était donc tous enfermés mais dans des conditions relativement agréables, c'est-à-dire qu'on avait quand même 2 appartements, on était 6 entre potes dans une immense résidence avec des jardins, donc en termes de confinement on était quand même très bien servis et on était à un moment chacun dans nos vies, bon sauf Bilal, où on était tous un peu en pause, on avait besoin de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Bilal, ça a été plus dur parce qu'il était clairement en train de lancer sa carrière et on lui a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais... Ça a été une espèce une safe place où on était tous ensemble, on pouvait faire ce qu'on voulait. De toute façon, personne nous regardait, enfin on avait l'impression que personne nous regardait alors qu'il y avait des milliers de personnes qui regardaient tes vlogs et qu'on on aurait peut-être dû un peu plus comprendre ça parce que quand je revois les vlogs aujourd'hui, on était vraiment pas beau. On s'était quand même vachement laissé aller pendant ce confinement. Je me dis, mais idée de génie, on est tous confinés ensemble.
je vais filmer tout ça et poster sur internet en temps réel parce que tout le monde est chez soi et tout le monde, je pense, a envie de voir comment ça se passe parce qu'on a vraiment eu le confinement le plus mystique, spécial et en même temps, genre trop cool. Le fait d'être tous entre potes en 2 appartements, confinés dans un moment où genre personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Alors bien sûr, on était dans une période qui était quand même assez compliquée. Mais le fait d'être tous ensemble entre potes, ça nous permettait de relativiser, de se dire ok, on sait pas trop où on va, mais en tout cas on est ensemble, on a la chance d'être ensemble et c'était trop cool. C'est que des trop bons souvenirs. On se croyait vraiment dans Secret Story, genre un peu en immersion dans un truc enfermé, mais en même temps pas malsain parce que c'était hyper bon enfant et à ce moment-là, je me rappelle très bien, c'était déjà il y a 4 ans en arrière, on était vraiment genre des gosses, littéralement. Ça m'a fait me rendre compte de vivre avec Bilal et Gila enfermés ensemble dans un appartement qui n'est pas non plus à 200 mètres carrés, que quand il y a du respect et quand il y a de la patience, tu peux cohabiter, tu peux vivre en communauté sans problème, malgré vraiment le contexte qui était affreux et on était très conscients de ce qui se passait dans le monde et franchement c'était terrifiant. On a quand même réussi entre nous à créer une sorte de bulle, safe space, comme on aime beaucoup le dire dans nos podcasts et compagnie de la Fabuleuse, à revivre sans ce qui se passait d'affreux, je revis. Et c'est à ce moment-là que tu visites un appartement pour toi et Jules qui envisagiez à ce moment-là d'emménager ensemble en coloc. Ouais. Et moi, genre, de base, on avait un truc avec Sullivan, c'est que moi, je voulais pas justement vivre avec tout le monde. C'était la condition, j'étais en mode, j'ai pas envie que ça soit n'importe quoi chez moi, qu'il y ait trop de va-et-vient et tout. C'est ce qui s'est passé, mais ça a été la meilleure décision de ma vie. Du coup, Sullivan, en gros, il était chez Bilal. On lui a proposé un appartement, un étage au-dessus. Je lui ai fait confiance, j'étais à l'île de Ré. J'ai visité l'appartement FaceTime, ouais, et je lui ai fait tout de suite confiance parce que, en vrai, je connaissais déjà un peu les énergies de l'immeuble parce que j'étais déjà allé chez Bilal et j'étais déjà allé chez John et Wesley, donc je lui ai fait confiance, aveuglement, et je regrette pas. Je regrette vraiment pas. Et donc à ce moment-là, on en profite, on visite un autre appartement avec Wesley. Du coup, il n'y a personne qui peut nous passer devant parce que tout le monde est confiné, sauf que nous, on est dans les règles, on est dans le bâtiment, donc on visite l'appart. Et on se rend compte que c'est enfin l'opportunité parfaite pour que Wesley il ait une chambre parce que c'est plus possible de dormir dans le salon et de pas avoir d'intimité. À ce moment-là, Wesley n'est pas aussi proche des autres de la bande et je pense qu'on lui a un peu genre pris son intimité parce que moi j'invitais tout le temps les autres à la maison. En vrai, moi je pense que j'ai vraiment souffert le fait de vivre, on va dire, dans notre premier appartement. Je l'ai souffert dans le sens où, en fait, je me suis dit, il n'y a qu'une chambre, on est 2, et je suis en mode, je dors dans le salon. Mais c'est vrai que du coup, puisque Bilal vivait au-dessus, en fait, tous nos amis allaient soit chez Bilal ou soit chez nous. Mais forcément, ça venait plus chez nous parce que c'était plus grand chez nous, qu'on était 2 et qu'on était beaucoup plus accueillants, en vrai de vrai. Et ça se passait mieux en plus chez nous. J'avais vraiment plus du tout d'espace à moi. Vous voyez quand vous êtes fatigué de voir vos potes ou que vous n'avez pas envie de parler ou que vous êtes mal, ou juste que vous avez envie, une envie de voir un copain ou n'importe quoi, en fait moi je pouvais pas avoir ce moment-là. Genre j'étais bloqué dans le salon avec tout le monde et c'est vrai que en fait, je l'ai trop mal vécu. Il est enfin temps pour Jules d'intégrer la fabuleuse house avec son coloc Sullivan. Je viens de faire 5 heures de route de l'île de Ré à Paris et je ressens un truc où je me dis ça va pas le faire. J'ai beaucoup d'anxiété, j'ai très peur parce qu'en fait le truc c'est qu'ils ont vécu un confinement ensemble, tous ensemble, ils ont partagé quelque chose d'intense où je n'étais pas. Et d'un coup, je montais dans un wagon où ils m'accueillaient les bras ouverts, mais j'étais pas du tout prêt à ça, il s'était passé beaucoup de choses en interne. Sullivan direct m'accueille, il me dit « faut que je te parle ». Il me fait des gros débriefs, je suis en mode « ok, qu'est-ce qui se passe ?» J'arrive dans mon appartement, je vois tout le monde qui crie. Ça m'a fait une sorte de phobie sociale qui n'a pas duré, vraiment 2-3 jours d'adaptation. Et après, je suis monté dans le train, plutôt la fusée. Et c'est parti quoi, j'ai vécu tout ce que je voulais pas, les va-et-vient, vivre avec tout le monde, c'est ce qui s'est passé et finalement ça s'est merveilleusement bien passé. Ça a été les meilleures expériences de ma vie et ça a été que enrichissant. Il a vraiment visité l'appartement en FaceTime, il n'était pas du tout sur Paris et il a dit ok je te suis parce que il avait confiance en moi et je sais pas, oui j'ai senti quand même une part de responsabilité quand il est arrivé à l'appartement et que le déconfinement était enfin terminé parce que il s'était passé aussi des choses dont on ne peut pas parler je pense. En interne dans le groupe qui était quand même assez forte et assez intense et assez compliquée. C'est vrai que quand il est arrivé, j'ai un peu tout foutu sur la gueule, j'ai essayé de lui expliquer, assez rapidement le mettre dans le bain et c'est vrai qu'il était un petit peu dérouté parce que lui aussi il a passé un confinement hyper agréable avec sa famille. Ça a été un challenge, ça a été un challenge pour Jules d'accepter ça, mais il l'a fait et puis dans tous les cas on voulait vivre en colocation depuis un bon moment donc c'était vraiment le timing idéal.
C'est la fin du confinement pour le plus grand bonheur de tous. Faut pas, vous voyez quand vous gardez trop de gremlins enfermés trop longtemps dans la lumière, c'est des monstres, ben c'était pareil. Nous, on nous a privés de liberté, de sortir, de s'amuser pendant plusieurs mois, mais ça y est, tu nous as sorti des lions en cage, sortez les lions. Enfin, on a vécu, je pense, les plus belles soirées de notre fin d'adolescence, début d'adulte. On en garde beaucoup et en même temps pas tant de souvenirs du coup parce qu'on a consommé correctement ces soirées. Mais c'était magnifique, c'était génial. C'est lors de cet été que tu t'es confié à la Fabuleuse sur ce qui te rongeait de l'intérieur, des problèmes personnels qui venaient interférer dans tes relations. Bah déjà, je pense comme tout le monde vraiment sur Terre, on a tous eu des problèmes ou des entre guillemets démons dans notre passé. Et moi, de par le métier que je veux faire, je sentais que j'avais besoin de faire la paix avec mon passé, de régler tous ces démons et de les transformer en bonheur, en love et m'en servir comme force. On peut s'aider comme ça, enfin on peut faire ça en allant voir des psys ou des trucs comme ça ou parler à des gens. J'étais vraiment genre pas le Alix de maintenant. J'étais pas non plus un tyran, mais j'avais, de par tous les problèmes que j'avais dans mon passé, j'avais des traits de caractère qui faisaient que des fois j'étais pas forcément très sympa avec tout le monde. Je réagissais un peu trop fortement et moi j'en avais marre de me prendre ces réflexions. J'étais en mode mais comment est-ce que je peux régler ces problèmes? Comment est-ce que je peux arrêter de faire chier les gens? Un soir, on était en soirée, on n'était plus en confinement. J'avais un peu bu donc j'étais un peu éméché donc tout de suite désinhibé. Et je commence à avoir une discussion avec Jules dans une chambre de l'appartement où on était en soirée. J'ai eu un déclic dans ma tête et j'étais en mode ok Jules, attends, pause. Jules, on arrête la discussion, là il faut absolument qu'on convoque tout le monde et qu'on rentre dans l'appartement de Bilal, il faut que je vous parle. Et tout le monde était en mode what the fuck, et c'était trop gênant, c'était un peu gênant. Genre je les convoque tous sur le canapé de Bilal, je me mets vraiment sur un tabouret devant lui, c'était les 6 devant moi. Et là, je leur ai genre déballé tout mon passé, toute ma vie d'avant. Et ils étaient en mode ok, et genre ils ont vraiment fait le psy, ils ont même pas forcément posé des questions. Et pendant genre 30 minutes, je leur ai parlé juste de moi, tout ce que j'ai vécu. Et ça m'a fait un bien fou parce que tous ces trucs, je ne les avais jamais dit à personne, même pas à ma mère, ni à mes potes d'avant et tout. Personne ne le savait. Et en fait, le fait de leur avoir dit, parce que j'avais énormément confiance en eux et que je sais bien sûr qu'il n'y a aucun jugement, c'est comme si d'un coup j'avais ouvert une porte et que la vie devenait tout de suite genre tellement mieux, tellement joyeuse. Tout devient beau, tous tes problèmes, ils disparaissent, tout s'aligne. Et tout ça, en gros, c'était grâce à eux parce que je n'aurais jamais pu, à ce moment-là, parler à personne d'autre, même pas à ma mère ou à un psy, c'était vraiment que eux. Cette safe zone de la Fabuleuse qu'on a créée à travers nos multiples discussions, en fait à chaque fois on parle et on se dit mais c'est trop bizarre, on a toujours des choses à se dire, mais en fait c'est juste qu'on apprend tous les jours à se connaître en profondeur et c'est ça qui a créé quelque chose de sain. Ça a pris du temps mais ça a créé quelque chose de sain entre nous parce qu'on sait comment appréhender nos relations avec chacun du groupe. Je pense qu'à cette étape-là de notre vie, après le confinement, on a vécu tellement de choses ensemble que ça commence à creuser un vrai fossé, j'ai l'impression, avec le reste des gens qui nous entourent. Et on se rend compte vraiment qu'une conversation qu'on va avoir avec quelqu'un qu'on adore et avec qui on traîne et qu'on connaît depuis peut-être 6, 7 mois, 1 an, eh ben, elle n'aura pas la même force qu'une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un de la Fabuleuse. Ou en tout cas, on avait toujours l'impression qu'on était peut-être moins compris. Et donc quand on se retrouvait entre nous, on pouvait avoir des longs échanges qui servaient et qui nous aidaient à avancer, qui nous aidaient à grandir. T'en comment pour cette soirée VMA? Le mélange de pop culture, j'ai hâte. C'est un événement pour vous ce truc? Ouais, très important. Il y a Guilla, Bilal, Sullivan, le crush de toute la France. Je suis concentré. On dirait les parents. C'est les VMA, Video Music Awards, la cérémonie la plus importante de l'année. Se réunir le soir très tard avec la Fabuleuse pour regarder des cérémonies d'awards américaines, c'était devenu presque un rituel. Mais il y a bien une cérémonie qui nous a marqué et c'est la cérémonie qui fait que le groupe a ces références-là particulières. Elle a marqué notre pop culture. C'est les Video Music Awards de MTV. Et donc pour les VMAs, chaque année, on se réunissait entre potes à la maison et ça nous rapprochait, ça a créé des moments qui étaient trop complices parce que du coup, on partageait ce même truc, on était tous ensemble devant la télé. C'est tellement une cérémonie qui est ancrée dans nos références que ça contribue à se dire que ouais, on a tous envie de briller et on rêve tous de glamour. C'était trop bien. Mais c'était lunaire, c'était en fait, tu claquais la porte, tu rentrais dans l'appartement, une bulle, on était hors du temps. C'était... il n'y avait que nous et du coup venir tout le temps, c'était intense, rempli d'amour, rempli de on se sent bien, pas jugé, tout le monde à sa place, tout le monde au même niveau. Alix, les yeux fermés, je lui laissais la porte ouverte, la clé sous le tapis. Des fois j'étais dans la douche et il rentrait, il faisait sa vie et tout. C'était vraiment comme un... Avec la Fabuleuse, ça m'a permis vraiment genre d'apprendre à
connaître, mais de manière beaucoup plus chill, beaucoup plus posée. Et l'avoir à la maison, c'était quand même toujours un plaisir. Quand ils s'installent à la Fabuleuse, j'étais encore en banlieue. J'étais encore chez ma mère. Bah, c'était trop cool qu'ils aient un appartement sur Paris, parce que du coup, quand j'allais sur Paris, j'avais un appart. Genre, moi, j'arrivais, je faisais l'ascenseur. J'allais là, j'arrive dans 1 heure, j'arrivais, je montais en haut, je redescendais, enfin, c'était trop bien. Et voilà, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai dansé, j'ai tout fait dans ces appartements et ouais, pour moi, ça a une place hyper importante. Est-ce que tu peux me parler de ce fameux matelas? Mais en fait, à chaque fois dans tes contenus, moi, tu fais rien pour me mettre en valeur. On a un matelas utilisable et moi, je me dis, bon, bah, je vais ramener un matelas de chez moi. Donc, j'arrive en van de chez moi, mon petit frère qui m'aide à mettre le matelas. Donc, un matelas gris. Et il y a eu ce moment où je dormais donc très souvent chez les garçons parce que comme on faisait beaucoup la fête, que moi j'habitais loin, que le lendemain je travaillais, c'est plus simple que je sois là-bas. Est-ce que je ressens un décalage avec mes copains parce qu'ils font la fête? Non. Parce que vous vivez quand même beaucoup le jour aussi et que nos relations... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est parler avec vous, c'est échanger avec vous. J'ai pas envie... Enfin, quand il y a la musique trop forte et que je peux pas vous parler, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je pense que vous avez aussi envie que je fasse la fête avec vous. Il y a plein de moments où vous essayez de me chauffer pour que je sorte et tout. Parfois, ça fonctionne. Je sens pas de pression ni de décalage entre nous parce que je m'endors à 22 h avec une tisane. Et ce matelas, il s'est baladé d'appartement en appartement. J'ai dormi dessus pendant des mois dans des conditions extrêmement précaires. Je vais pas détailler pour mon bien et pour votre crédibilité aussi parce que vraiment la honte de faire dormir vos amis dans ces conditions-là. Je sais que quand j'avais des galères pour être chez moi ou que je rentrais de voyage, en fait, je savais que j'avais une maison. Et ma maison, on a créé une famille. Salut, on est confinés les gars. Je suis en pyjama jusqu'à 1er décembre. Tati Julia is back. Tati Elise is here. Elles sont cool, nos tatas. C'est elles, c'est nos tatas. C'est nos Elle est en talons sur mon tabouret. Mettez le BHV. Oh putain, mais j'ai le seum. Quelle belle couleur dans cet appart. qualité là de ton iPhone. Bah meuf, j'ai un iPhone cassé donc bien sûr. Écoute, c'est du test and learn. Ah, attendez, c'est Rien du bar. Du coup, t'as plus de chat, Malibu? Oh, attends, vous avez parlé de la guerre froide? Le burn-out de Bilal. Comment on les a rencontrés? Je sais même plus comment. La moitié, on les a rencontrés au Festival de Cannes. Quand on est parti avec Follow et toute l'équipe et qu'on a fait nimp pendant 1 semaine. Enfin, c'était trop drôle. Mais on les avait quand même rencontrés avant. Non. Si. Et Bilal, Bilal en fait il a fait coming out, il a fait notre podcast. Oui. Donc on l'a rencontré comme ça. On l'a rencontré comme ça. Ouais. Et toi aussi mon chéri. Bien sûr. C'est marrant parce que moi j'aime bien dire aux gens, quand on me parle de vous, je dis vraiment que j'ai vécu avec vous. Je suis en mode, moi j'étais dans la fabuleuse en fait, parce qu'on était confinés ensemble. Même si on n'était pas dans le même appart, on était dans le même immeuble. Pour moi, cet immeuble c'était comme un espèce d'hôtel hanté. Bien sûr. Tu vois ou pas? Alors moi je n'y habite pas, c'est Élise qui y habitait évidemment, mais comme je venais tous les jours parce qu'on bosse ensemble et que c'était le confinement. Tu as vécu avec nous. Tous les jours pendant le 2e confinement, on était ensemble et on était en feu de camp tous les soirs quoi. Moi mes meilleurs souvenirs c'est la soirée blind test qu'on a fait chez moi, qui était complètement énorme. Enfin je sais pas, c'était un karaoké blind test qui n'avait aucun sens. On a fait un truc de quiz là où vous étiez nuls et abrutis. Quelle est la capitale du Burkina Faso? Quoi? Mais c'est moi ce que je n'aime pas, ce que je n'apprécie pas, c'est que il tape, il sait pas, et je trouve ça vraiment injuste. Arrête de faire ça. Comme ça, c'est quoi? Burkina Faso. Non, je t'ai demandé la capitale du Burkina Faso. Je sais pas. En plus, j'étais en mode oui. T'as hésité. Eh bien, il se passe une Falls tous les ans, et vous devez le savoir si vous êtes dans un milieu artistique. C'est un pays musulman, on est d'accord. Ça dépend des présidents. Ouagadougou. À Ouagadougou se tient tous les ans un festival de cinéma très réputé. Le festival de Ouagadougou. Vous savez c'est quoi Ouagadougou? Oui, on l'apprend au bac, hein. Moi j'ai eu mention très bien en fait. Non, ce que j'ai adoré c'était les soirées Uno chez Bilal jusqu'à 2 h du mat, avec Alix. Les moments que j'ai passés avec Loud, parce qu'il y en a quand même eu. Moi je dirais aussi que les moments qui étaient hyper intéressants et intimes, enfin les moments qui étaient hyper intéressants c'était vraiment les moments intimes où vous veniez nous voir un peu quand vous vouliez, vous toquez à la porte et c'était un peu un confesse en fait. Parfois vous aussi juste pour votre life. vous taxer des clopes, beaucoup de clopes et beaucoup de du coca ou du lait ou de la bouffe.
J'étais un peu on était un peu vos mères nourricières. Bah d'ailleurs, vous nous appeliez... Les tantes. Les tantes Salma et quoi Paty et Salma. Paty et Salma. Oui, bah je pense qu'on peut se rappeler d'énormes soirées qu'ils ont fait. Ah ouais, il y avait tout le temps des afters dans l'immeuble, je savais que je pouvais... En fait, c'est plutôt un souvenir global, quand même, de safe place, de me dire, quand je suis en bad et que je rentre chez moi après une soirée, je suis embrouillée avec mon ex ou un truc comme ça, je sais qu'il y a la fabuleuse qui va me prendre dans les bras, qui va me récupérer, et qui seront soit en train de faire la teuf, soit en train de parler et de se faire des séances de psy, ou de jouer au Uno, et donc je vais pouvoir... faire des câlins à quelqu'un. Vous regardiez à chaque fois les VMAs, les Oscars, la K-pop. Ouais, genre vous nous avez fait découvrir plein de trucs de pop culture et franchement, vous avez tellement une analyse fine de cette culture-là et de ce domaine-là que vous nous avez appris des trucs. Et genre quand on regardait les lives par exemple des VMAs, je me rappelle, Bilal il était en mode professeur avec genre un bâton pour nous dire genre là c'est comme ça, celui-là c'est telle star, tel truc. Enfin, les soirées pop culture chez chez Bilal Bilal. en fait. Ouais. Le mec, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait autant par cœur des vidéos de concerts. Bien sûr. Mais alors que Élise fait son entrée dans la fabuleuse, l'immeuble révèle sa face cachée. Et en parallèle, tu commences à t'enfermer dans ta chambre. Est-ce que tu peux nous parler de cette période qui n'a pas été facile pour toi ou si tu veux pas en parler, En fait, cette période elle a été très dure pour moi dans le sens où je me suis complètement perdu. Je suis tombé dans la... En fait, genre, je faisais que de m'enfumer le crâne toute la journée. Je pensais que c'était normal parce que pour certaines personnes, je sais que en fait, fumer de temps en temps, ça va vraiment les envoyer en l'air. Ils vont soit kiffer ou soit faire un bad, mais ils vont en fumer un et l'effet sera complètement là. Alors que moi, quand je fumais, en fait, il n'y avait pas forcément un effet qui changeait ma personnalité au moment T. En fait, ça s'est fait sur des années au long terme. Et du coup, bah, en fait, je me suis enfermé dans ma chambre. Et en fait, j'ai eu des idées hyper noires. Je me détestais. Je détestais tout le monde. Ma vie n'avait vraiment aucun sens. Et pour moi, la vie, je voulais plus vivre, quoi, clairement. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te relever puisqu'on était encore dans la fabuleuse Ouf, attends. Je suis désolé, mais là, je peux pas. Non, vraiment, genre, je peux pas parler de ça. Je ne veux pas en parler, vraiment, on arrête ça, ce moment-là. Je commence un peu à m'en vouloir, je me remets en question parce que je suis en mode, à la base, c'est mon coloc. On a commencé notre colocation avant même que la fabuleuse devienne ce qu'elle est devenue. Ça a été un des moments les plus difficiles dans notre amitié parce que c'était le moment où je savais même pas s'il allait bien et je savais même pas si j'étais vraiment à ma place pour toquer et rentrer dans sa chambre, prendre de ses nouvelles, être sûr qu'il aille, que ça va. À ce moment-là, ça va pas pour tout le monde dans tous les cas, mais moi je vis avec lui et je le considère aussi comme mon frère. On est dans cette aventure ensemble, ça fait longtemps qu'on a commencé, ça a été mon premier ami dans cette bande, en vrai. Enfin, il y a quelque chose que j'ai grave appris grâce à cette expérience-là, c'est d'être vraiment à l'écoute de la personne. Et je pense que ça a été le plus bel apprentissage que j'ai eu à travers cette épreuve qui était quand même difficile, parce qu'on était en colocation et il y avait un climat qui était un peu compliqué à ce moment-là. En tout cas, la morale dans l'histoire, c'est que si ça va pas, il faut se faire écouter. C'est très important. Et j'ai pris ce rôle très à cœur, mais de lui-même, il a quand même compris pas mal de choses et que juste, il était dans sa vie à ce moment-là, nécessaire pour lui, qu'il se retrouve aussi avec lui-même et je pense qu'il en avait besoin. Et c'est pour ça qu'il avait du mal à poser des mots sur ce qu'il ressentait et sur ce qu'il vivait, parce que tout ce qu'il avait besoin, c'est de retrouver peut-être une sorte d'intimité et de se retrouver avec lui-même, face à lui-même pour comprendre. Et moi, c'est des choses que j'ai compris que j'avais besoin pour la vie de tous les jours, mais un peu plus tard. Et le truc, c'est que moi, j'étais encore dans un mood où j'étais un peu dans la folie, dans la fête, etc. Il faut être à l'écoute des gens parce qu'il n'y a que eux qui peuvent vous dire dans quel mood ils sont et comment procéder avec eux. Si vous respectez pas ça, c'est que vous respectez pas la personne en face. Et du coup, vraiment, ce qui m'a aidé, en fait, c'est ma famille, ma nouvelle famille, on va dire, parce que j'ai quand même ma famille. Je vous aime, hein. Aucun moment, ouais, enfin voilà. Mais j'ai ma nouvelle famille, du coup, qui sont mes amis aujourd'hui. Et c'est même pas mes amis, du coup, je les appelle vraiment ma famille. Pour moi, Johan, c'est vraiment mon frère, c'est ce que je dis à tout le monde. Donc, je sais que, en fait, il y a Johan, c'est mon frère, et après, il y a tout le reste, c'est que mes cousins. Et du coup, c'est grâce à eux aujourd'hui que je me sens bien parce que j'ai vu que, en fait, on n'a pas les mêmes problèmes. On a tous des problèmes, chacun à nous, mais c'est des problèmes. Ils sont tellement intenses, nos problèmes, en fait, je saurais pas comment expliquer. Moi, par exemple, c'était mes problèmes de drogue.
D'autres, c'était la famille. D'autres, c'était sur l'acceptation de eux-mêmes. D'autres, c'est des projets qui ne voyaient pas forcément le jour. En fait, ouais c'est ça. C'est juste qu'on partage un truc qui est hyper spécial entre nous. Moi, je sais que je suis dans l'incapacité de vous cacher quelque chose. Je sais que je vous appellerai vous avant ma mère si je tue quelqu'un. Bah logique, on s'est caché un corps. Voilà. Salut, c'est la fabuleuse avec Bilal, Wesley, Spark Days, Sullivan et Jules. On a décidé du coup de faire de notre célèbre colocation qui s'appelle La Fabuleuse un podcast Spotify original. Waouh! C'est ouf, guys, on y est. Incroyable, Jerry. Ok, bon, d'ailleurs, c'est quoi La Fabuleuse, guys? Dites-moi. Alors, La Fabuleuse, c'est une colocation de personnes iconiques avec Oui. des ambitions qui se sont réunies sur Paris pour réaliser leurs rêves, tout simplement. Je pense que la consécration de Allez, La Fabuleuse faites-le. en tant Et on que, repousse. personne morale, on a vraiment mis un tampon en fait sur La Fabuleuse quand on a été approché par Spotify pour avoir un podcast à 5, genre vraiment les 5 membres de La Fabuleuse, l'adolescence, grandir trop vite, les addictions, les amours, la sexualité, enfin tout ça, des sujets qu'on avait vraiment genre entre nous tous les jours de l'année et qu'on débattait, que ce soit sur le canapé de chez Bilal Johan ou chez nous, ou à Odette et Aimé, ou n'importe où. On a été les premiers en France, même au monde sur Spotify, à avoir de la vidéo pour un podcast. Donc on est avant-gardiste, quoi. Merci Spotify. C'était magnifique comme expérience, je suis très fier du résultat fini, mais c'est vrai que ouais, c'était intense. C'était intense. À refaire, je sais pas, mais je suis content qu'on l'ait fait. En tout cas, je suis content qu'on ait ces images de La Fabuleuse, et comme ça, nous, on peut s'en souvenir, et si ça en aidait certains d'entre vous, donc ouais. Et ça a été hyper bénéfique pour moi, parce que du coup, même entre nous, on a pu échanger sur Moins certains connus, points, on était un petit peu même moins si on savait, fancy ce qu'on queens, pensait, mais de base, chacun de notre côté, bah là, le fait de le mettre sur une table et de le partager à tout le monde, c'était vraiment un truc incroyable à vivre, mais très dur aussi à vivre, mais dans le bon sens du terme. C'est quoi l'endroit le plus insolite où vous l'avez fait? Bah moi je trouve pas ça insolite, je trouve ça sale, c'est dans une voiture. Bah, Non, c'est vrai. voiture, mais c'est- la Olivia flemme, Rodrigo le siège driver's et tout, license. là, c'est vraiment- Vous avez déjà Genre, fait dans non. une piscine? Non. C'est dangereux. Ça là, dépend, si, sous la douche, sous la douche. Ah la Non. douche, oui, sous la douche. Les spermatozoïdes, ils vont plus vite dans le jacuzzi. On connaît bien. T'as la ref. Qui a la ref à la maison? C'est pas dans Glee? C'est dans Glee. Oui, voilà. Ça a ajouté quelque chose, genre on était en mode genre on a ce truc à faire ensemble, c'est un projet commun. En termes d'organisation et d'emploi du temps, c'était un enfer. Et faut savoir que le climat, il était quand même assez tendu entre nous à ce moment-là, parce que il se passait ce qui se passait du côté de chez Bilal. L'organisation du podcast de La Fabuleuse a été assez compliquée en termes d'emploi du temps. En parallèle, tu faisais Danser avec les stars, et c'est là que tu finis par vivre un véritable burn-out. Tu décides de faire une pause du groupe à ce moment-là, et il se scinde en deux. Alors déjà, je me souviens de pas grand-chose de cette période-là parce qu'elle a été tellement dense psychologiquement que c'est difficile de se souvenir littéralement de ce qui se passait. Je pense que beaucoup de mes souvenirs sont flous. Ce qui s'est passé techniquement parlant, c'est que mon cerveau il a fait clic comme ça et que je comprenais plus rien. J'ai beaucoup travaillé et je pense trop, je me suis épuisée, surtout mentalement. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais très peur de ma place dans le groupe. Je trouvais que c'était un petit peu... C'était beaucoup à tenir et j'avais l'impression la plus égocentrique de la Terre d'avoir été un petit peu le plateau de ce groupe. Et donc j'avais ce truc horrible où je me sentais hyper irresponsable. Et je disais, oh là là, j'arrive plus à rien tenir et tout est de ma faute. Et donc en fait, ils m'aiment pas et je les aime pas et ceci et cela. Et donc dans ma tête, ça devient un énorme truc un petit peu bien plus gros que ce que ça aurait pu être si j'avais activé la parole tout simplement et ouvert une conversation très simple qu'on aurait pu tous avoir. Donc j'ai disparu, je me suis isolée, je suis restée avec très peu de personnes, 2 personnes dans le groupe qui sont restées avec moi pendant cette période-là, qui ont vu de très près quand même mon état et je pense qu'ils pourront toujours confirmer que c'était un moment un petit peu spécial. On n'arrivait pas trop à comprendre dans quoi j'étais, dans une sorte de matrice. Et à ce moment-là, du coup, La Fabuleuse s'est coupée en deux. Il y avait vraiment genre Inès, moi, Bilal et le reste. Et c'était, mais genre, trop bizarre. Suite à ce qu'il est en train de vivre, Bilal, à ce moment-là, on est dans la période la plus pesante de La Fabuleuse. Il a plus envie de... Il a besoin en tout cas de se retrouver et je pense qu'il est plus en adéquation avec le mood qu'on a dans une partie du groupe. Donc il envoie ce message à Sullivan et moi où il nous explique clairement un peu comment ça se passe dans sa tête, mais aussi comment il se sent pas en accord avec nous à ce moment-là. Et nous, en fait, on se rend compte qu'on est littéralement en train de faire une crise d'ado
qu'on n'a pas pu faire plus tôt en fait, dans La Fabuleuse. À ce moment-là, on était tous en mode qu'est-ce qui se passe, enfin pourquoi du jour au lendemain il y a une sorte de clash comme ça entre deux mondes. Non, moi je me rappelle quand on a reçu le message avec toi, Johan, je savais que c'était quelque chose à respecter. Bilal avait envie de s'éloigner pour lui, pour ses énergies, pour sa santé mentale. Il y a un truc dans l'amitié, c'est que l'amitié ça se travaille. L'amitié c'est comme une famille, c'est comme un mariage, c'est comme un métier je dirais même. Donc oui, moi j'ai pris toutes mes expériences de toutes mes embrouilles avec mes potes passés parce qu'on a l'expérience maintenant de ce qu'est l'amitié. Et toi-même, Julia et moi, on s'est tellement déchirés quand on était plus jeunes que oui, moi dès qu'il y a eu le burn-out de Bilal, évidemment je suis allée vous prendre chacun de votre côté, je suis allée prendre Bilal, j'ai même parlé avec la mère de Bilal pour essayer de vous rabibocher parce que je savais très bien qu'en fait une embrouille d'amitié, quand on a, je sais pas, entre 15 et 25 ans, c'est des passages obligatoires. Et c'est des passages obligatoires pour assainir les relations et pour construire quelque chose de plus grand encore. Et je dois dire aussi que vous êtes une bande assez particulière parce que vous avez tous travaillé très tôt, gagné de l'argent, vous êtes indépendants, vous avez été indépendants super tôt. Donc tout ça aussi, ça rentre en jeu dans les liens sociaux que vous avez entre vous. Et il vous faut en fait des médiateurs. On est tellement intello. Non mais c'est vrai qu'il vous faut des médiateurs entre guillemets, ou en tout cas il vous fallait, parce que là maintenant ça y est, vous êtes vraiment adulte et c'est ok. Mais c'était important quand même que tu sois présente, Élise, et moi aussi parfois, pour être un peu arbitre aussi et d'essayer de vous rabibocher. Parce que c'est vrai que quand t'as 25 ans, c'est ce que tu disais, quand tu t'embrouilles avec tes meilleurs amis, c'est genre l'histoire de ta vie, tu ne fais qu'y penser, c'est ça ton histoire, enfin ça te prend toute ton énergie. Donc l'amour et l'amitié, on est ensemble. J'étais pas bien, c'est pour ça, tu te rappelles, je venais vous voir, je me rappelle très bien quand je vous ai pris, vous étiez sur le canapé, j'étais en mode les gars, il faut arrêter vos conneries. Sur le moment en fait, c'est bizarre parce que je pense que j'ai pas réalisé vraiment ce qui était en train de se passer. C'est vrai que moi j'étais là pour Bilal, mon ami, mais en fait, moi, j'avais aucun problème avec vous. Et donc, maintenant, avec le recul, et c'est marrant parce que j'en ai reparlé la semaine dernière à Sully, je me dis comment c'est possible que moi, j'ai pas continué de vous voir alors que moi, j'avais aucun problème avec vous. Nous, on se voyait parce que du coup, on travaillait ensemble. Mais c'est vrai que, par exemple, Sully, qui était mon super ami déjà avant, j'ai pas compris pourquoi là, j'avais arrêté de le voir. Enfin, il a eu le temps d'avoir une petite copine que j'ai pas rencontrée pendant genre au moins les 3 premiers mois de leur relation. C'est comme si tout ce qu'on avait construit depuis des années était en train de se briser morceau par morceau. Johan et Wesley au bout du couloir, donc des fois on claquait la porte, on les voyait au loin, mais on se parlait pas, salut, alors qu'on est censé être les meilleurs amis du monde. Enfin, c'était effrayant comme situation. Avec le recul, vraiment, je suis très surprise de la tournure que ça a pris. Mais ouais, j'étais là pour Bilal, j'étais beaucoup avec lui. Je le regrette pas en vrai, parce que après les choses... personne ne m'en a tenu rigueur, comme j'en ai tenu rigueur à personne. Il faut savoir que du coup, je faisais un projet musical hyper important. Et du coup, j'étais vraiment focus. Je me suis coupée un petit peu du monde. En fait, j'étais là sans être là. D'ailleurs, j'avais un surnom, c'était la Suisse. Et en fait, dès que j'arrive, que je revenais un petit peu de mon projet, on me dit Gisèle, il y a plein d'histoires, le groupe est séparé. J'avais tellement peur de plus vivre ça parce que pour moi, c'était pas fini. Et je pense qu'on avait à acquérir encore plein de choses. Donc j'étais dans un bug total, mais j'étais avec les 2 camps qu'il y a eu pendant cette guerre. Et je savais, genre, même s'il y en a quelques-uns qui me l'ont dit dans La Fabuleuse, que c'était terminé, je me tuais à dire tout le temps, tous les jours, ce n'est pas terminé, on est une famille, on va se ressouder, alors que vraiment, je pense qu'il y en a qui n'y croyaient même plus. On a décidé qu'on était une famille, maintenant une famille, ça reste une famille. C'est des claques, mais des claques qu'on se prend. Je pense que même, je n'ai pas envie de dire qu'on en avait besoin, pas forcément du burn-out de Bilal, mais on avait besoin d'un truc aussi gros pour encore plus nous enrichir et nous prendre en force. Et vraiment là, on est liés à vie et c'est sûr et certain que rien ne nous cassera, quoi. Et en sortant de ça, en fait, j'ai couru dans Danse avec les stars, dans le podcast et dans plein d'écritures d'un album d'ailleurs qui sortira jamais parce que j'étais vraiment pas dans mon état le plus stable à ce moment-là. Mais oui, c'était pas facile. Moi, je pense que surtout les personnes avec qui j'ai eu le plus de difficultés à vivre cette querelle, c'était Johan et Sullivan. En revenant, si on retourne avant, en 2017, à ce moment de la coloc à 3, où tout était tellement simple. Là, j'avais l'impression que
que nos problèmes d'adultes prenaient une place tellement dense que en fait, on n'allait plus jamais réussir à retourner à avant. Et la réconciliation se fait, je crois, avec la réalisation que non, ça ne peut pas être comme avant. Beaucoup de choses arrivent dans la vie. Et une fois que les choses se sont apaisées, c'est vraiment comme si on s'était quitté la veille et c'était trop beau de voir ça. Et ça prouve, une fois de plus, que le truc est fait pour être là et qu'on est fait pour être ensemble et c'est trop cool. Viens, on perd plus de temps, on se cale au tempo. En avril 2021, Jules sort son premier single. J'ai commencé les réseaux super jeune, du coup, je sais pas qu'on m'a volé mon adolescence, mais presque. Et du coup, quand je suis arrivé en sortant de confinement à La Fabuleuse, on a vécu un peu une deuxième jeunesse. Et du coup, j'ai eu ma première vraiment peine de cœur qui m'a... Enfin, vraiment qui tremble. Mais parce qu'en gros, je suis monté dans un wagon à 15 ans, d'un coup, le succès arrive, les amis arrivent, l'argent arrive. Et du coup, d'un coup, avoir le cœur brisé, j'ai pas compris. Et ça a été super dur pour moi et j'ai sorti mon single en même temps. Et du coup, faut savoir que quand j'ai sorti mon single, ça allait pas du tout. J'ai sorti mon single 2 jours après, c'est parti en vrille. Et du coup, je suis parti en promo, j'allais pas du tout bien. Genre, personne l'a su. Je faisais mes interviews, j'étais complètement vide. Et du coup, ça m'a dégoûté de la musique pendant un moment. Et après, j'ai sorti ensuite un EP. Et en fait, le studio, ça a été comme ma thérapie. Parce que j'ai sorti quelques titres qui m'ont vraiment fait du bien, où j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais. Et enfin, chanter, c'est vraiment un art magnifique et qui m'a vraiment permis de me libérer là-dessus. Et ça a été un peu contradictoire dans le sens où quand même, j'avais hâte de partager ma musique, mais j'ai plus fait cette EP pour moi, égoïstement, parce que je l'ai super mal défendu, mais ça m'a vraiment permis je sais pas, de me faire du bien, de me réparer le cœur. Il y en a qui vont voir un psy, moi j'allais en studio. Et donc même si cette EP, pas tout le monde l'a écouté, je l'ai mal promu, mais il a été hyper bénéfique pour moi. Et voilà quoi, et peut-être je referai de la musique prochainement, mais c'est vrai que peine de cœur, c'est pas facile. Vous me trahirez pas? C'est qui elle? Une parisienne, elle vient de rentrer à Hugo cette année. T'es toute neuve quoi. On a 18 ans, mais des fois j'ai l'impression qu'on a tout vécu. Pourquoi tu fais la gueule, Lina? Elle t'a pas dit qu'elle s'est fait virer du lycée? Pourquoi tu lui dis ça à elle? Pourquoi tu t'es fait virer? Tu t'intéresses à moi maintenant? Je m'intéresserai à toi quand t'écriras ça va avec un CCD et pas un S. Mais attends. J'ai commencé le cinéma il y a 2 ans et j'avais vraiment quelque chose à prouver parce que je voyais déjà les commentaires des gens qui allaient dire elle fait du cinéma, elle est sur Netflix parce que c'est une influenceuse, parce qu'elle a des abonnés. Je sais forcément, je suis pas naïve, que ça a joué mon statut, du fait que je sois connue, etc. On va pas se mentir. Mais du coup, j'avais beaucoup de choses à prouver et j'ai beaucoup travaillé et par rapport au recul, j'ai pas forcément de recul à prendre parce que je me suis jamais prise vraiment pour je ne sais qui parce que j'ai tourné dans un film. Pour moi, c'est du travail comme un autre, quoi. Donc, En octobre 2021, Sullivan sort son premier livre, Fashionology. Je pense que Fashionology, c'était vraiment une sorte de consécration pour moi dans la mode. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai vraiment écrit Fashionology, je pensais que j'étais Karine Rothfeld et que j'étais en train de faire un ouvrage mode hyper stylé. Même si, bon, c'est le cas, j'adore. Mais avec un peu de recul, je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais non, franchement, j'ai adoré faire ça dans le rush, parce qu'on a fait ce livre en 1 mois. Et non, c'était une super belle expérience. J'ai fait ça en duo avec une amie photographe qui s'appelle Loud, qui m'a beaucoup aidé dans la direction artistique. Et c'était sympa. En 2022, Bilal sort son 3e album studio Théorème. Jules et Sullivan lancent une chaîne YouTube commune appelée Les Vermines. Et moi, comme vous l'avez suivi, une télé-réalité qui suit toute ma vie, filmée à l'iPhone, Spark Days IRL. C'est quand j'ai vu la bande de La Fabuleuse évoluer que je me suis dit c'est trop important de capturer ces souvenirs, déjà pour nous, pour les garder sur toutes les prochaines années, on sera trop content de les retrouver. Mais aussi important de les partager parce qu'on vit quelque chose qui est tellement unique dans ce groupe que ça me rappelait vraiment genre les séries que je regardais quand j'étais jeune. À l'époque, la chaîne MTV, elle était encore au format 4/3. Et en fait, quand je revoyais des programmes comme The Hills ou Jersey Shore, de voir des bandes de potes kiffer entre eux à l'autre bout du monde, soit réaliser leurs rêves, être en vacances. Ça me rappelait en fait nous ce qu'on était en train de partager, un truc qui était hyper authentique
mais en même temps avec une pointe de superficiel et de glamour et de kitsch comme on adore. C'est ça qui m'a motivé à lancer Spark Days IRL parce que c'est toutes ces références de la chaîne MTV des années 90 et 2000 que j'ai voulu rendre hommage à travers mon programme qui retranscrit trop bien la vibe de notre bande. Alors, La Fabuleuse, j'adore. Pour moi, c'est comme une petite série, en fait. C'est comme un mélange de Desperate Housewives et Friends. Je dis Desperate Housewives parce qu'il y a cet aspect un peu voisinage, et Friends parce que il y a beaucoup de pluralité. Tout le monde est différent au sein de La Fabuleuse. Et du coup, voilà, tu vas arriver au café, il y a toujours quelqu'un qui a une histoire différente, quelqu'un est en train de faire... Enfin, personne n'est pareil, donc ça veut dire qu'il y a toujours des anecdotes qui sont assez cool. Ouais, il y a une vibe chaleureuse, il y a une vibe bienveillante. Et il y a aussi toujours un peu de piquant, il y a toujours des petites embrouilles de soirée, puis des résolutions, mais c'est toujours là et c'est toujours un plaisir de traîner avec La Fabuleuse, même si dans ma tête, comme de par mes expériences passées, je ne le considère pas, moi, comme un groupe. Je traîne avec La Fabuleuse, c'est-à-dire que Johan, Jules, Sullivan, Bilal, je vais les voir. Je vais pas voir l'entité La Fabuleuse. Genre, c'est-à-dire que ça me fait trop plaisir de voir Gisèle, etc. Mais je me dis, genre, je vois les membres de La Fabuleuse, pas La Fabuleuse. Du coup, en fait, c'est vrai que ça a été difficile pour moi parfois parce que La Fabuleuse est un groupe qui est très spontané. C'est une amitié qui est spontanée. Ça va pas calculer forcément... voilà, c'est pas comme... C'est un groupe de jeunes, quoi. C'est pas un groupe d'adultes. J'ai l'impression que quand tu grandis, tu te rends compte que, ouais, faut marquer une date dans l'agenda si on doit se voir. La Fabuleuse, c'est pas comme ça. C'est, je fais rien, on descend au café, on sait pas jusqu'à quand on va rester. Et du coup, pour traîner avec La Fabuleuse, c'était pas forcément facile pour voir mes amis. Parce que moi, fallait que je m'organise. Je suis à 40 minutes. Non, je me suis effondrée en larmes un soir, genre tu peux demander à Sullivan, même j'allais vous voir et tout. Et genre, je me disais, mais c'est pas possible, genre on m'appelle pour rien. Et du coup, voilà, mais j'adore La Fabuleuse aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est un régal de les voir. Et voilà, quoi. Et je m'estime un peu, genre, moi dans ma tête, je me dis, genre, je m'estime un peu fab, quoi. Je me dis, je suis pas membre de La Fabuleuse, mais je suis un peu, genre, là, genre, quand faut être là, je suis là. T'es tellement dans la famille de La Fabuleuse. Voilà. De Los Angeles. Va te faire voir, tu me vieillis. Mais genre, j'avoue, Tata, ça me va bien. Tata de Los Angeles, ça me dérange pas. Vous avez tous une identité qui est tellement bienveillante. Vous êtes dans un vrai truc de on a la dalle, on a cassé la baraque. Et vous, en fait, il y avait du fond, il y avait un truc où vous êtes trop mimes. Genre, on n'avait pas de problème à vous présenter nos potes, vous avez rencontré plein de copains à nous. Ouais. Je crois que la différence d'âge entre nous, franchement, maintenant, genre, on s'en fout. Ouais. Et que vous êtes vraiment direct devenus nos amis. En réalité, vous êtes vraiment nos potes, au même titre que plein de bandes qu'on a. Je veux dire, vous êtes vraiment, vous êtes invités à tous nos annives. Enfin, on est ensemble, quoi. Ouais. Et même, je dirais que vous nous inspirez un peu au quotidien aussi. Tu vois, quand tu viens nous voir comme ça et que tu nous racontes un peu tes nouveaux projets et tout, ça nous inspire, ça nous donne une énergie de malade. Parce que vous avez tous une énergie différente, mais une énergie de bosseurs et de gens motivés. Et ça, franchement, ça nous fait trop kiffer. Si on les avait jamais rencontrés, on serait pas autant ouverts, je pense. Alors en gros, moi j'ai vécu à Nières pendant 18 ans. Et du coup, j'ai connu toute cette team vers 15 ans, donc j'habitais dans une cité un peu... Et donc du coup, jusqu'à mes 15 ans, moi j'étais toujours en bas de chez moi, j'allais jamais à Paris, je connaissais rien à part sortir, aller au sport et traîner en bas du bat. Et bref, dès que j'ai connu cette team-là, moi vu que je suis ouvert à tout, j'ai commencé à tout découvrir. Et ça m'a fait grandir et surtout je suis content en vrai. Du coup le fait de les avoir rencontrés et de m'être super rapproché d'eux, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, surtout quand t'es jeune et tout. Et j'ai plein d'amis, non, oula. J'ai un pote qui est arabe. Dès que j'entendais des remarques homophobes et tout, ça m'énervait et je les défendais. Et voilà, je l'aurais peut-être pas fait naturellement si je les avais pas rencontrés, donc je suis content. Moi je sais qu'on n'est pas dans La Fabuleuse vraiment au quotidien, on apparaît de temps en temps. Du coup moi ça me fait plaisir qu'ils me considèrent parce que je sais que à l'époque je leur avais un peu tourné le dos, mais en tout cas non, je les kiffe et je suis content. Moi je vois un groupe de jeunes hyper talentueux qui sont hyper créatifs. Chacun fait un peu ses trucs, il y a des acteurs, il y a des youtubeurs, il y a des chanteurs, il y a danseurs aussi, il y a de tout vraiment, c'est que des artistes. J'ai été vraiment baigné dans l'art toute ma vie avec mes parents, même moi j'ai un gros côté artistique et ça fait plaisir d'avoir des amis qui partagent la même chose. Voilà. Comme une famille en vrai, c'est mon seul groupe de potes qui a vécu parce que je suis plus du tout en contact avec mes anciens potes d'enfance. C'est tout, c'est toute ma vie quoi. Voilà, c'est... En vrai j'ai que ça quoi.
La Fabuleuse, on y est entré, on était encore des ados. En fait, je pense qu'on a fait notre crise d'ado qu'on n'a pas pu faire quand on était plus jeune, parce que très vite, on a été plongé dans ce monde de l'influence qui était en plein essor, qui est toujours en plein essor. Et très jeune, on a été confrontés à, je pense, des gens qu'on n'était pas censés côtoyer à cet âge-là. C'est le plus beau cadeau que j'aurais pu espérer d'avoir trouvé cette bande et d'avoir vécu ces années de colocation qui était la Fabuleuse House. Ça a été, je pense, l'expérience la plus enrichissante pour ces années de jeunesse. Et ça m'a permis aussi d'explorer, d'expérimenter, d'apprendre à me connaître au mieux, à 100%, pour savoir de quoi j'ai envie dans la vie et d'attaquer la vie avec une soif de vouloir tout casser. Moi, je me dis dans la vie, il faut pas forcer. Genre, moi, personnellement, j'ai 25 ans, ça fait genre 4-5 ans, je crois, que je vis avec Johan, ouais. Et que, on a grandi ensemble, enfin... J'ai rendu les clés de mon appart ce matin. Donc déjà, je remercie parce qu'on avait tous été ensemble à faire les cartons. Ça a été très intense parce que c'est 4 ans de vie, on avait beaucoup d'affaires. Et j'ai vu que ma famille, la Fabuleuse, on a été très ensemble dans cette étape. Et ouais, hier, ça m'a fait bizarre parce que c'était la première fois que Sullivan et moi, on se séparait. Moi, j'allais dormir chez un copain et lui chez Johan. Et ouais, c'était très bizarre parce que c'est la fin d'une ère. Ils m'ont bouleversé mon quotidien parce que quand j'allais à la Fabuleuse, je me sentais tellement bien. En fait, j'arrivais, j'avais pas besoin d'avoir d'artifice ou de raconter des trucs de fou, alors que eux vivaient des trucs de fou. Et moi, j'espère que je vous quitterai jamais parce que vous avez changé ma vie. Franchement, il était temps de partir de cet endroit parce que chargé en wow. Là, c'était devenu un peu too much. Vous avez pris le temps, vous avez fait bien les choses, vous avez bien réfléchi, vous n'avez pas fait les choses dans la précipitation comme vous auriez peut-être pu le faire avant. Et donc, non, je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif et je ne sais pas ce qui va se construire après. En tout cas, je pense que le groupe de la Fabuleuse, il n'est pas prêt de bouger et ça va être merveilleux. Je pense que c'est un chapitre qui est terminé. Ça ne veut pas dire que le livre est fermé et terminé. Non, pas du tout. C'est juste un nouveau chapitre. Et on grandit. Bon, moi, je suis la plus jeune, mais même moi, je vais avoir 20 ans. La Fabuleuse, j'avais 14 ans, je crois. Julie va avoir 25 ans. Pardon, désolée, j'utilise... Mais voilà, dans la vie, il faut avancer. C'est trop bien d'être en coloc avec ses meilleurs potes. C'est trop bien de faire la fête. C'est trop bien de partager des moments incroyables en famille. Mais là, on devient des adultes et il faut prendre vraiment son envol parce qu'on n'a pas encore coupé le cordon, on est trop entre nous, on est une équipe, on est une famille, on est comme si c'était mes mecs, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est qu'on est accro, on est ensemble tout le temps, etc. Donc c'est une bonne chose. Mais c'est pas la fin, attention. Il est temps qu'on prenne des chemins différents, on est toujours ensemble, on voulait contrôler la vie de chacun des autres et pour le meilleur. Mais c'était peut-être pas forcément, on s'est tout fait, en fait on avait une énergie de groupe un peu trop sectaire. Et je trouve que c'est la meilleure décision, parce que ça va être le meilleur pour nous de prendre chacun notre envol, parce que maintenant on se sait tous, on veut le meilleur. Je le dis souvent, mais pour moi, là, encore maintenant, là on est en train de faire un documentaire, mais pour moi c'est que le début. Genre vraiment, pour moi, on est à genre, je sais pas, 4-5% de la Fabuleuse. On a tellement de... C'est même pas des rêves pour moi, c'est des objectifs. On appelle même plus ça... Enfin moi, pour moi, j'appelle plus ça, que ce soit mes objectifs à moi ou à eux. C'est pas des rêves, ce sont des objectifs. On va les atteindre, c'est sûr et certain. Et du coup, ce que je visualise, là, c'est les portes sont fermées. La porte a été claquée une dernière fois. Mais du coup, j'ai trop hâte parce que là, on ouvre une porte, on va tous rentrer dedans, qui va être grandiose. Ça va être oufissime et je pense que les gens ne vont pas du tout arrêter d'entendre parler de nous. Enfin, ça va être n'importe quoi, je pense. Enfin, moi, je pense que les personnes avec qui j'ai choisi de traîner aujourd'hui, donc mes amis, parce que c'est la seule chose qu'on choisit dans sa vie, je pense que c'est des personnes qui resteront encore là jusqu'à la fin de ma vie du coup. Parce que là, j'ai grandi avec eux, on a tout partagé ensemble. Et c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais en plus, notre groupe d'amis à nous, c'est comme une mini-secte en mode il y a plein... Enfin, on est tellement différents, bizarres et... Enfin, c'est trop bizarre. J'arrive pas à expliquer, mais je sais qu'on sera là encore longtemps entre nous pour parler de plein de trucs, même si on s'embrouille et tout, dans tous les cas. Le destin fait en sorte qu'on sera encore ensemble dans 10 ans, genre. Même plus. Il faut que moi, de mon côté, j'apprenne à dire au revoir.
à cette étape de notre vie. C'était génial, on a vécu en colocation. Je pense que j'ai honnêtement, j'ai pas envie de parler trop tôt, je pense que j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Mais il faut apprendre à dire au revoir parce que, c'est pas moi qui pleure. Non, il faut apprendre à dire au revoir parce qu'on devient des adultes et c'est juste que là, il y a une nouvelle vie qui nous attend qui va être trop bien. On va tous avoir des gosses, on va trouver peut-être l'amour, je nous le souhaite, mais la voix donne beaucoup d'ordre. Je veux pas d'enfant, moi non plus, pour l'instant. Mais voilà, c'est juste qu'il y a une nouvelle vie qui nous attend, qui sera tout aussi belle, je l'espère, pour tout le monde. Mais c'est juste apprendre à dire au revoir à ça. C'était tellement bien, c'était tellement beau, c'était tellement sincère, c'était tellement pur, que c'est dur de dire au revoir à quelque chose d'aussi cool, genre. Mais je sais que c'est pour le slay qui nous attend dans le futur, en fait, donc voilà. Désolée, j'avais pleuré, mais je vais pas pleurer devant vous, c'est mort. Le plus beau dans tout ça, c'est que genre on a la valeur de nos relations et qu'on vit tout ça ensemble. Et il n'y a rien de plus cool de pas se sentir seul quand tu vis des choses de fou. C'est mon cœur, ma famille en vrai. Et j'ai causé du tort à beaucoup de gens. J'ai fait de la peine à énormément de gens. Et le fait qu'ils aient réussi, grâce à leur amour, je crois, à bien vouloir recommencer petit à petit à reconstruire quelque chose avec moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, ok, bon, c'est vraiment pas des amis qu'on s'est fait, on est vraiment devenus une famille. Et malgré notre nom très rigolo, La Fabuleuse, il y a quelque chose de très lourd qu'on porte, mais avec beaucoup de cœur. Merci Bilal. Merci. C'est génial. Ça va? Très complet.